Bonjour tout le monde, c'est le Riyad du montage qui vous parle en préambule pour vous prévenir que dans cet épisode la qualité du son n'est pas géniale parce qu'on n'a pas pu tourner dans nos studios habituels, mais à partir du prochain la qualité sera largement au rendez-vous et ne vous inquiétez pas pour ce podcast là car nos beaux invités compensent largement la qualité sonore un peu en dessous. Je rajoute aussi qu'on a tourné le podcast fin août pour des raisons d'emploi du temps, donc la rubrique sur les sorties récentes, elles sont plus si récentes que ça. C'est tout pour moi, je vous laisse avec l'épisode, bonne écoute. L'un a vu tous les films, l'autre pas. Tant mieux pour elle, ça lui a évité Minecraft le film. Bienvenue sur ce podcast, que vous pouvez considérer comme le fier descendant du Floodcast, avec l'épée en moins et la culture en plus. En tout cas, j'espère. Je me présente puisque c'est le premier épisode. Riyad, cinéphile et cinéphage. Je suis celui qui a vu tous les films. J'ai participé à plein de projets ciné ces 4 dernières années, dont des podcasts comme celui-ci. J'ai fait plein d'émissions Twitch, plein de vidéos, mais vous en saurez plus en temps et en heure. Et je n'ai évidemment pas lancé ce podcast tout seul, ça fait 33 secondes que je parle sans que vous entendiez le son de sa voix. C'est pour symboliser les 33 minutes de retard qu'elle a à chaque fois qu'on se voit. Bonjour Yuna, comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi pour faire une introduction de très bonne qualité, je ne suis pas déçue. Tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Du coup, peut-être expliquer l'autre pas, parce qu'effectivement, moi je vois moins de films, c'est parce que je pense que j'ai des intérêts un peu plus variés, si je puis me permettre de le dire. Tu aimes l'art de qualité, comme tu m'as déjà dit un jour. J'ai jamais dit ça, si. Tu m'as dit que le cinéma était un art pauvre. Non, mais j'ai dit que je pensais ça au tout début et ça commence Non mais ok. bien. Elle adore le cinéma, vous inquiétez pas. Non mais avant de m'intéresser au cinéma, effectivement, j'avais l'a priori absolument terrible, comme quoi le cinéma était un art pauvre, car c'était un art facile, car il avait trop d'outils à sa disposition pour faire ressentir des émotions aux gens. J'étais jeune, ok. J'étais jeune. Mais du coup, effectivement, moi je m'intéresse pas mal à des sujets contraires à la sociologie, la politique, l'art de manière générale, l'art plastique, le théâtre aussi beaucoup, et je viens un peu plus de là que du cinéma de base. Mais avec Riyad, on faisait partie d'un collectif qui s'appelle le Club Cinéma pendant 2 ans, je pense que moi j'y étais, toi un peu plus. Au moins. Et donc j'ai un petit peu affiné ma culture cinéma pendant ce temps, et je suis devenue cinéphile aussi, un peu moins cinéphage du coup, si je comprends bien le terme. Et expliquer le nom, effectivement, donc ça vient d'un film d'Agnès Varda, qui est l'une de nos réalisatrices préférées à tous les deux. En tout cas, c'est la seule qu'on avait en commun, je crois, oui, je pense. C'est ça le problème. C'était ça le problème. Un film qui s'appelle du coup L'une chante, l'autre pas, et qui est le plus grand film féministe de tous les temps, j'ai pas peur de le dire. Un film absolument exceptionnel que je vous encourage à voir, à découvrir le plus tôt possible. On en parlera peut-être. On a pour objectif de reprendre l'affiche et mettre nos têtes sur l'affiche pour faire le logo. Donc j'espère qu'au moment où vous écoutez ça, vous pouvez le voir. J'espère que ça existera. Chaque épisode, évidemment, on aura 2 invités pour une grande thématique par épisode. Puis ensuite, un ensemble de petites rubriques qui vont s'agglomérer autour de tout ça. Vous allez voir, ça va être super. Sachant qu'on a vraiment prévu des invités, pour le coup, ultra prestigieux, qu'on adore pour nos épisodes. Ça va vraiment être trop cool, on est super hype. Malheureusement, personne n'est dispo pour le premier épisode. Donc, en ce qui concerne nos invités du jour, on n'est pas sur du haut de gamme. Mais qui sont-ils ? Si vous nous connaissez un peu déjà sur TikTok, notamment, vous savez à quel point on est proche d'eux. On a fait plein de vidéos ensemble. Et comme a dit un jour un grand duo de philosophes, 2 frères, 2 fauves, on est avec Tim et Emmanuel de chez Tape In. Bienvenue à vous. Comment vous allez ? Waouh. J'ai détesté. La différence avec le Floodcast étant que Flaubert fait des éloges de ses invités normalement. Là, j'ai envie de me barrer direct. Et que Flaubert est intéressant et drôle, je crois. Oh, alors, je vais prouver que je le suis déjà. Et en vrai, il y aura des éloges à chaque fois. C'est juste vous pour le coup là. Oui, très bien. J'ai pas trouvé. Tant qu'à faire. Pourquoi pas ? Très bien. Est-ce que vous voulez vous présenter peut-être ? Brièvement, oui. Du coup, moi, je m'appelle Emmanuel. Je suis cinéphile depuis un petit moment maintenant. Et avec Tim, qui va se présenter juste après, on a créé la chaîne Tape In. On est très présent sur TikTok et Instagram notamment. Donc Riyad disait que peut-être que vous nous connaissez grâce à ses vidéos. En fait, il est dépendant complètement de nous sur TikTok. Donc voilà, j'ose le dire. C'est pas faux. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? T'as envie de dire quelque chose, Tim ? Ah oui, on a un podcast complètement, notamment sur les Midnight Movies qu'on a fait avec Riyad. Il est vrai. Donc voilà, si vous voulez retrouver la belle voix suave de Riyad, vous pouvez le faire grâce à notre podcast. Et pas celui de Cannes, parce que pour le coup j'avais la toux et c'était vraiment pas beau à écouter. Non, le pire podcast qu'on a enregistré de toute notre vie. Je me présente maintenant. Donc moi c'est Tim, célèbre compère d'Emmanuel sur la chaîne Tape In, comme il a pu vous la présenter. Je suis Je suis bègue. Je suis autoproclamé enfant de Riyad parce que c'est un peu lui qui m'a introduit à ce milieu de la création de contenu et tout. Je pense que j'ai vu peut-être 2 fois moins de films que lui, donc j'ai vu la moitié de tous les films qui existent. Je suis pas sûr de ça. Mais j'ai au moins 2 fois plus de talent aux jeux de culture G. Alors ça, c'est tellement faux. C'est on fait très tout le temps vrai, des jeux. c'est très Mais vrai. je t'ai mis 3-0 à Ciné Nordel hier. Faux. Je peux pas le prouver, putain. 2-0. Ah oui, c'était 2-0. Et il y a un truc que vous mentionnez jamais, c'est que vous êtes tous les trois réalisateurs de courts-métrages. Et moi, si je réalise un court-métrage, je le crierai partout. Et vous ne le faites jamais, genre.
Alors bon, oui, c'est vrai qu'on réalise un peu des courts-métrages, mais moi c'est par pur problème de légitimité, parce que je me sens pas vraiment légitime dans la création de courts-métrages ou de films, beaucoup plus dans la création de contenu, et ça là-dessus j'ai pas trop de mal, mais c'est vrai que quand je fais des films j'ai une certaine pudeur, j'ai l'impression que j'en fais plein, mais la plupart c'est des trucs vraiment faits à la zeub, à l'arrache, mais à chaque fois on se fait kiffer pour les faire. Moi, pour le coup, j'ai jamais montré nos films à Oui, qui que ce soit. pour le coup, quand on les fait vraiment pour nous. Ouais. Enfin, ça fait un peu galvaudé de dire ça, mais on les fait vraiment pour nous avant de le faire pour les autres. Et la preuve étant que je montre jamais les films qu'on fait, mais par contre, c'est toujours un plaisir de les faire. Et je prends d'ailleurs beaucoup plus de plaisir à faire les films qu'après à les regarder ou à les montrer aux autres. Et pour ma part, c'est un tout petit peu plus différent parce que mon court-métrage n'est pas encore sorti. Et, Sinon, évidemment qu'il en parlerait voilà, tous les jours. évidemment, avec mon énorme Bien a melon. raison. Voilà. Mais non, le problème, c'est que j'aimerais le faire vivre en festival, donc pour l'instant, je n'en parle pas. Voilà. Et j'en parlerai plus tard. Ce sera la meilleure chose qui C'est- sera sortie du trio, ce court-métrage. Ce sera le plus abouti, sachez-le. J'aimerais bien qu'on en sache un peu plus sur vous deux, quand même, plutôt en termes de profil cinéphilique, on va dire. Donc je vais vous poser très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, quelques petites questions, et vraiment vous répondez très rapidement, juste un peu pour comme ça les gens puissent se dire, ok, je vois quel type de personne c'est. Je déteste cet très bien. exercice. Déjà, Moi, je peux pas ne pas développer. Mais Je tu suis sais je suis tellement passionné. Non, mais une petite phrase, quoi, une petite Mais phrase. tu sais On très commence bien par qu'il a- Tim. il a On prévu commence des par Tim. débilités. Pas du Tu tout. le sais très bien. Tim, peux-tu nous dire qui est ton réalisateur préféré? Mon réalisateur préféré, je pense que mon réalisateur préféré est Takeshi Kitano. Est-ce que je dois justifier? On peut passer à l'action d'après si tu veux. Bah, Si t'as une petite phrase, vas-y, n'hésite pas. Takeshi Kitano, mais là c'est difficile de faire court. Mais on passe à l'action d'après alors, pas de allez, problème. allez. Est-ce que tu peux nous donner un peu un film un peu coté que tu détestes? Un film coté que je déteste. Le film que je cite souvent en Unpopular Opinion, il y en a deux. Il y a Collateral, vraiment j'aime pas ce film, alors que tout le monde l'adore, mais je le trouve ridicule. Voilà, c'est le mot, je le trouve ridicule, mais ça me parle pas. Gaspard Noé. Non, Non. pas du tout. Très C'est bien. Michael Mann. N'hésite pas à cut surtout. Je vais clairement le laisser. Et du coup, c'est toi l'autre pas dans le C'est titre. exactement C'est ça. moi l'autre pas. J'ai Ok. mérité mon titre. Très bien, maintenant tu peux nous dire la dernière fois que t'es allé au cinéma pour le plaisir hors invitation, c'était quand? C'est là où ça commence à être fâcheux. Mais je vais devoir parler de ma vie perso aussi pour me justifier. Non, vraiment pas. Je veux juste la réponse à la question. Non, en vrai, la dernière fois que je suis allé voir un film, autre que pour le contenu du coup. Oui. Ah la vache, mec, ça remonte de baiser. Oui, je sais. C'est J'ai vrai vérifié sur Letterboxd avant de poser La, la question. la confession vrai est terrible. Attends, c'est Ah vrai bah oui, ouais ah oui, T'as en vrai, vérifié ah Oh, oui, le oui. bâtard. En vrai, ok, non, c'est bon, j'ai. Ça fait peut-être, je pense, un mois, un truc comme ça, et c'était pour Mulholland Drive, je pense. Je pense que c'était la dernière Ah, fois. tu l'as vu au ciné. Ok. Oui, je pense que c'était la dernière fois. Mais vous avez pas fait un stream sur Mulholland Drive? C'était Lost Non, Highway? c'était Lost Highway. C'était Lost très Highway, bien. ouais, tout à fait. Ah oui, Lost Highway, ça remonte beaucoup. J'ai essayé de te piéger, j'ai échoué. Ouais. C'est vrai que je vais pas beaucoup au cinéma, mais je regarde beaucoup de films Et chez c'est moi. ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Je suis loin de tous les cinémas en fait, j'habitais loin. C'est faux. Il habite à Paris. À Versailles. C'est quoi ton film de Christopher Nolan préféré? Mon film de Christopher Nolan préféré, Memento. Non, je rigole. je jouerai pas ce jeu-là. En vrai, je pense que c'est Interstellar. C'est complètement ok. Et c'est quoi ton film de Yasujiro Ozu préféré? Il est fort. Mais après, il est allé sur Letterboxd, forcément. Non, J'ai mais je vu- te connais, en j'ai vrai, vu- En vrai, c'est Au Voyage à Tokyo. Tu l'as vu? Non. Ok. Mais si je devais en choisir un, ça serait lui. Ok, très bien. On passe à Emmanuel? J'ai très peur parce que je sens que toi c'était très ok. Moi, il va me détruire. En je vrai, le connais. pas du tout. En vrai, pas Ok, du tout. ok. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, c'est Les Ailes du désir. Très bien. Et je ne développerai pas pour le moment. C'est complètement ok. C'est quoi le film de 2025 qui t'a le plus marqué? Alors, wow. En 2025, je vais être très honnête, je crois que je n'ai eu aucun coup de cœur jusqu'à maintenant. Non, Résurrection. Ouais, Y a mais pas tant c'est aimé, pas lui. 2025. Ah ouais. Ah si, non, moi j'ai beaucoup aimé, mais Ah, si, tu- c'est 2025. si, Si, si. Je crois qu'il sort en on compte octobre, ça non Tu Non, peux non, même, il a tu pas peux été même annoncé. dire Woman and Child. Hein. Bah, pour être un peu différent, et je vais prendre un risque, je vais dire Woman and Child parce qu'il se fait complètement exploser sur Letterboxd en ce moment. oui, c'est Ah vrai, ouais Par la On sait pas pourquoi. communauté, Mais il on est sait sorti pas pourquoi. Pas en France. Non, pas en France. Mais en gros, il se fait review bombe de fou sur Letterboxd. Et genre, les reviews, c'est des reviews en arabe. Donc, on sait pas ce que les gens disent. Et donc, on sait pas si c'est légitime Ah. ou juste, je sais pas, de la hate Ah. Il se infusée. fait détruire. On sait pas. Vraiment, genre. Ok. C'est le mystère. Donc, ouais. J'ai vu récemment que t'étais pas autant fan de Varda que nous, et c'est complètement ok, t'as le droit. Ce que tu pourrais nous dire, c'est qui ta réalisatrice préférée du coup? Alors, ma réalisatrice préférée, c'est ma sœur. Parce qu'elle réalise des magnifiques courts-métrages Oh putain. et que je l'aime de tout mon cœur. Le point où il faut en arriver pour répondre ça quand même. Très bien. En vrai, moi, j'ai eu Ozu. Lui, il a eu les femmes en général. Genre, Non, mais moi, c'est je terrible. vais admettre, en vrai, je vois pas assez de films de femmes. Et un gros problème aussi, c'est par exemple le cinéma de Ducournau. Bah, j'aime pas trop. Donc, même quand j'en vois, je suis sexiste jusqu'au bout. Voilà, C'est génial. bien comme c'est la seule femme qui fait des films à notre époque.
Il va être bien ce podcast, il va être bien. C'est horrible. Allez, dernière question, en vrai, celle-là elle est plus sympa. Est-ce que tu peux juste nous conseiller un film africain que t'aimes bien? Mec, mais alors pour les auditeurs, sachez que Riyad c'est un invité récurrent du podcast Type-In. Là, il est foutu. En vrai, il est foutu. Parce que si c'est pas moi, ce sera Emmanuel qui l'accablera. En vrai, j'ai même plus envie de continuer ce podcast. C'est pour ça que j'ai prévenu, faut pas que vous vous braquiez, les gars. Moi, franchement, je suis très content. Est-ce que moi je prends plus cher plus tard ou pas? Non, du tout, c'était vraiment le seul moment où je vous vanne un peu. Après, Mec, il ce a sera pas du tout Moi, j'ai eu que Ozu et je vais Déjà. pas au cinéma. complètement chill. Ah, je suis Parce qu'en heureux. fait, toi, j'ai vu sur ton Letterboxd que c'était pas le cinéma depuis avant Cannes, genre. Il y avait que Superman et bon. Mais par contre, pourquoi t'as pas posé les mêmes questions à Tim? Bah, parce que faut quand même l'entertainment, faut changer un peu, quoi. Oui, mais. T'as un film africain à nous conseiller? De malade. Mec, par contre, on peut pas garder ça au montage, les gars. C'est moi qui monte, hein, donc je vous assure que ça y sera. Putain. Mais en fait, récemment, les Aigles de la République, franchement, Pas mal. c'était Non, il est super. bon, il est C'était bon. super. C'est vrai que ça allait. C'est le seul que t'as vu De quoi? récemment, le film africain. Bah, Je sais pas, faudrait que je cherche. Potentiellement, Je regarde tellement de films, mec, c'est difficile. Bon, voilà, je pense qu'on a un peu une idée. On a une idée, je déteste déjà ce moment. J'ai hâte d'écouter l'épisode avec vous allez faire la même chose, j'imagine. Tellement plus chill et tellement plus cool et tellement plus intéressant. Ah là là. Bon, je pense qu'on va passer du coup à la suite, si ça vous va. On arrive donc dans le main event de ce podcast. Donc, comme je l'ai dit, potentiellement les rubriques elles vont un peu bouger en fonction des épisodes et des envies de moi et Yuna. Étant donné que ce podcast débute, on a décidé de parler des films qui représentent pour nous le début de quelque chose. Emmanuel parlera du début de son attrait pour le cinéma. Tim parlera des films qui ont marqué le début de sa cinéphilie parisienne era. Moi, je parlerai des films qui ont marqué le début de ma fascination pour la salle de cinéma en tant que lieu. Et Yuna, bah, j'ai rien compris à son sujet, donc elle vous l'expliquera mieux que moi en temps voulu. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Est-ce que du coup tu veux commencer? Ou est-ce que je pose une petite question pour voir qui commence? Moi, j'aimerais bien avoir la petite question quand même. Donc pour savoir qui commence, j'ai préparé une petite question. Le premier qui répond et qui a gagné, il commence, si ça Ok. vous va. Oh, wow. C'est une petite charade, mais à l'envers. Ah, mais Je je pouvais qu'il y pas a la que faire Tim avant. qui va réussir. Comment ça, à l'envers? Bah je commence par le deuxième et je finis par le C'est premier. vrai que c'est un jeu très Team Cody, genre. Donc Oui. ça veut dire Ah ouais il faut commencer par la fin. Donc je vais je vais dire dire la mon deuxième deux- syllabe puis la première. Oui, exactement. Mon deuxième est le nom d'un compositeur et chef d'orchestre français pas très connu. Mon premier est le B de LGBT. On va trouver un réalisateur. Bigan. Bigan. J'allais dire Ah, Big putain. Gun, mais Qui m'a c'est sûr. gagné. Bon, Bravo. si ça commençait par B, C'était en forcément effet Big Team Gun, Coded genre. comme jeu. Oui. Team Coded. Bah, du coup tu peux commencer, je te laisse. Attends, Gan. C'est un compositeur. il Ok. existe. D'accord. Où t'as trouvé ça? J'ai tapé Gann sur Google et c'est le premier que j'ai sorti. Cyril. C'est vrai, j'ai même Oui. pas pensé. Ouais, ouais. Du coup, pour mon thème, donc, on m'a proposé de parler des débuts qui concernent ma cinéphilie. Donc, rapidement, j'ai pensé à ma cinéphilie parisienne, parce que ça a été tout un pan de ma cinéphilie. À savoir que je suis arrivé à Paris il y a quelques années, il y a 3 ans. Avant, j'étais en province, j'ai vécu 2 ans à Rouen et avant en Normandie. Le trou de balle de la Normandie. Donc il n'y avait pas beaucoup de cinéma. Et donc, quand je suis arrivé à Paris, j'ai pété un câble parce que donc, Paris, forcément, ville du cinéma. Il y a énormément de cinéma d'arrêt d'essai. Il y a énormément d'événements qui sont organisés. Et donc, je trouve que. très très souvent au cinéma maintenant. Ouais, exactement. Donc, je vais beaucoup plus au cinéma. Et je trouve que c'est un truc qu'on retrouve beaucoup. Les gens qui arrivent à Paris, forcément, ils peuvent d'un coup jouir de plein d'événements qui sont organisés ici. C'est le mot jouir. Waouh. J'ai 12 ans. C'est Luna qui a rigolé, c'est Ok, Luna. je suis très Luna. content que t'aies rigolé. Très bien, très bien. Et donc, du coup, effectivement, il y a, pour marquer ce début-là et cette transition, il y a 2 séances qui me sont venues en tête. La première étant la première séance en présence d'équipe que j'ai fait de toute ma vie, donc il y en a beaucoup à Paris, et c'était tout simplement pour le film Vermine de Sébastien C'est Vanitschek. la première. C'était la première fois. Je n'avais jamais fait de Wow. séance événement où il se passait autre chose que les pubs et le film, quoi. C'était la première fois qu'il se passait quelque chose. Donc c'est Riyad, je crois, qui nous en avait parlé de cette séance. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas et tout. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que en tant que Quel sens de fou. oui, en tant qu'avant-première en présence d'équipe, c'était très bien parce qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle, on s'amusait. Moi, du coup, je pensais que ça allait être ça pour toutes les autres séances que j'allais faire en présence d'équipe. Mais en fait, dans la salle, il y avait vraiment tout le YouTube game et toutes les personnes que j'ai adorées en grandissant. Et du coup, je m'amusais à me retourner. On était assis, du coup, t'étais là, Oui. il y avait Emmanuel, il y avait Artus. Riyad, il y avait Artus. Que vous connaissez si vous avez écouté le podcast de Cannes. Exactement, il était dans le podcast de Cannes. Et il y avait Louis C'est vrai. du Du club club. ciné. Donc, avant que la séance commence, donc il y avait tout le monde qui était assis dans la salle. Et moi, je m'amusais à me retourner pour
reconnaître tous ces visages qui m'étaient familiers et c'était tellement On jouissif. peut dire qu'il y avait le YouTube Game parce que le film est écrit en partie par Flaubert, Oui, exactement. qui a beaucoup traîné donc, sur Exactement. YouTube, Golden Moustache, etc. Donc il y avait tous ses potes, vu que c'était Oui. un peu son premier gros film sorti au cinéma. Il y avait Il y eu avait tout le YouTube Game qui était présent. il y avait eu avant son film d'aventure avec Malik Bentala. Ouais, mais il écrit juste des blagues, je crois, là-dessus. Je suis pas sûr. Ok, qu'il est oui, bien. là c'était vraiment. Et puis surtout, Oui. c'était la première fois que Florent Bernard faisait autre chose que de l'humour et écrivait pour un film de genre. Donc forcément, ça attise Sachant un peu qu'il la est curiosité. ultra fan d'Evil Dead, qu'il est ultra Oui, fan de complètement. films de genre même. Il écrit le prochain Evil Dead du coup. Oui. Et du coup, on a notamment pu voir qu'il y avait Alexandre Aja qui était quelques rangs derrière nous. Il y avait Carlito qui était Il y juste derrière avait nous. Kian Kojandi. Avec Maxence, il y avait Kian Kojandi, il y avait Maxime Navo, Musca. il y avait Navo, aussi. Navo. Il y avait Kian et Navo, il y avait Maxime Musca, il y avait Asiatomique, il y avait Lola de Koh-Lanta. Oui, c'est vrai. Et franchement, mais vraiment, je vous jure, moi j'étais comme un ouf, presque insupportable, parce que je passais plus de temps de dos pour regarder les gens dans la salle que de face. Bref. Et du coup, en ce qui concerne le film, bah c'était bien. Mm. Non, en vrai, il y avait. Moi, si je peux donner mon anecdote juste très rapidement de la première fois où j'ai vu une avant-première avec l'équipe, c'était Jal Opération Portugal. Et il y avait Jal, c'était à Mantes la Jolie. C'est un peu moins bien. Tu peux reprendre. C'est un peu moins bien. Non, mais du coup, forcément, quand tu débarques dans un truc comme ça où il y a la présence d'équipe et tout, forcément, ce qui est intéressant, c'est que tu vois forcément le film différemment. Et du coup, le souvenir que j'ai du film Vermine, il est forcément élevé par le fait que la séance était folle, que du coup, on a pu voir. Donc, Florent Bernard, on est giga fan, on l'a name drop déjà 15 fois depuis le début du podcast, mais donc le fait de pouvoir le voir, il y avait Sébastien Vanitschek évidemment, il y avait un petit happening, il y avait une migale qui était. Il y avait l'araignée du sur film, scène. qui Il y avait était l'araignée- sur le tournage. Oui, c'est Qui a vrai. un plus gros Elle était là. background cinématographique que Oui. lui, cette araignée. Complètement. Et non, franchement, du coup, j'en garde un super souvenir de cette séance-là. C'était vraiment le début qui a signé, c'est l'événement qui a signé le début de ma cinéphilie et qui m'a donné envie de faire beaucoup plus d'événements de ce genre. Et c'est d'ailleurs cette séance-là, c'est de cette séance-là qu'est né notre groupe de potes avec Artus Emmanuel et Riyad, Oui, c'est vrai. qu'on a appelé Ah ouais. Digging AVP, parce que du coup, à la base, ce groupe-là, il servait à diguer sur Internet, trouver les bons plans, parce que c'est pas évident, pour le coup, quand t'es parisien, il y a tellement d'événements, et il n'y a pas forcément de plateforme qui centralise tous ces événements-là, et du coup, c'est un peu du travail de recherche sur Internet, savoir ce qui se passe et tout, et notamment, on a pu voir, j'aurais pu en parler aussi, May December, de Todd Haynes, avec Nathalie Portman et Julianne Moore, et c'était en présence de Nathalie Portman pour le festival Et de Télérama. Maïwenn. Et il y avait Maïwenn. Ça, c'était. Elle était juste dans le public là. Mais j'étais juste devant Maïwenn et Nathalie Portman, quand elle est arrivée dans la salle, elle s'est penchée pour faire la bise à Maïwenn et du coup elle s'est appuyée sur mon siège et m'a effleuré l'épaule. Voilà. Bravo. Juste, je veux le dire. Ouais, je veux le ouais. dire. Enfin, le commentaire de pur. Genre. Moi, je trouve j'ai ça intéressant bien parce aimé, que hein. du coup, je sais pas si c'est pareil pour vous, du coup, les parisiens, parce que du coup, on est deux un peu provinciaux. Moi, je suis plus banlieusard, mais Oui. quand même vachement loin. Je suis en vrai proche de là où t'as grandi. Mm. Et vous, plus parisien. Mais genre, moi, la première fois que j'ai vu genre équipe de film, je trouvais ça fou. Et je me rappelle, je suis allé voir Kung Fu Zora avec l'équipe du film. Parce que quand j'ai vu équipe du film, je me suis dit, oh, c'est l'événement de l'année. Et s'il y a l'équipe du film, c'est que c'est forcément incroyable et tout, tu vois. Et j'y suis allé, le film était horrible, évidemment. Mais genre, en mode, pour moi, équipe du film, à la base, c'était vraiment un truc Oui, de fou, oui, tu c'est un vois. truc de fou. Mais en fait, moi, je pensais, la première fois, je pense que j'ai vu ça, je pensais qu'il y allait avoir une espèce de vraie conférence où ils allaient parler du film un peu en profondeur, etc. Et en fait, c'était juste genre présenter le film, dire qu'ils étaient contents de l'avoir fait, et puis ils repartaient s'asseoir. Alors ça, Et j'étais ça en dépend. mode ah, Quand c'est organisé par exemple, notamment UGC, je sais que j'en ai fait beaucoup, c'est vraiment juste une présentation très Ouais, rapide c'est où ça, ils viennent, ils disent bonjour, ça c'est le film. ouais. Mais il y a par exemple la cinémathèque, à chaque fois il y a tout le temps une masterclass d'une heure, enfin la plupart du temps. Il y a, Ça, c'est trop il cool, y a c'est souvent en fait après le film, et quand c'est après le film, du coup ils peuvent parler plus longtemps du film. En vrai, ça dépend. UGC, des fois, organise des petits trucs quand même. Moi, par exemple, le film, c'est terrible parce que je sais plus comment il s'appelle, mais c'était pas un film très marquant. Mais c'était un film avec Vicky Krieps et à la fin Oui, du je visionnage, du coup. il y Ah avait ouais, elle quand même travaillait à la vraiment douane, beaucoup de temps. Ouais, c'est exactement ça. C'était quoi? J'avais fait un travaillait à la post, douane mexicaine, je sais non? plus comment ça s'appelle. Oui, oui, c'est ça. Je sais plus ce que c'est. Mais bon, Ça me dit c'était franchement cool. Mais par contre, moi, mes 2 premières expériences d'avant-première, je pense que c'est un peu drôle. Parce que ma première avant-première sans équipe, c'était tout simplement Fast and Furious 6 avec ma Oh. daronne. Oh, Avec waouh. équipe? Ah non, sans équipe. Ah. Ouais, non, sinon j'aurais pété mon crâne. Ah oui, parce que là mec, ça veut dire fou. Par contre, en vrai, celle avec équipe était mieux parce que c'était Brise de Nice 3 parce qu'ils ont cassé le 2. À chaque fois, tu Avec- précises. À chaque fois, il Oui, précise. oui, parce qu'il faut On préciser. dirait un mec envoyé par le lobby Brise de Nice et qui refait la vanne, genre. Mais C'est vrai c'est qu'il le le fait titre souvent. du film, donc voilà. quoi. Et en fait, c'était fou parce que j'ai encore. Bon, ça c'est nul, mais il y avait un goodies en gros où c'était la main de je t'ai cassé et je l'ai encore. La main de je On t'ai va voir, cassé. il est dans voilà. cette pièce là? Non. Je veux le voir de fou. Non, il Ah est pas- putain, il est je suis pas- Ah oui, à savoir, on enregistre chez Emmanuel et d'où peut-être la qualité des Oui, autres. alors sachez qu'on va tourner en studio les prochains, mais là vraiment Typing comme je vous ai dit, vraiment c'est Ah. exécrable. Voilà. Donc on est chez Emmanuel. Bon, c'est quand même mieux que rien avec Riyad. Moi sinon mon père a fait une photo avec Jal du coup après la séance de Jal Opération Portugal. Mais Oh qui oui, est j'ai Jal envie de Du la coup, elle voir. est- Tout le monde a le rêve de qui est Jal là? C'est Oui, c'est ah, le- j'ai failli le faire. Moi aussi. On a le droit. L'imitation. Ouais. À quel point c'est ok.
Bah fais-le. C'est une imitation Oula. raciste. Ah bah ça, non, qui arrive. c'est pas mon podcast. Et puis moi j'ai déjà pris trop cher, donc Moi, je franchement la fais mouille-toi pas. un peu. Moi je la fais pas. Bah je le ferai pas non plus. Voilà. C'est quoi Ok. l'imitation Voilà. Ça flop. Bah alors Jal, c'est un comédien qui est connu pour avoir fait l'accent portugais plein de fois dans toutes ses comédies. Il a eu énormément de succès. Loulou Coupe-Terre, le Ah, sketch ah. de Loulou Ah. Coupe-Terre. Voilà. Ok. Ça va, c'est ok, Donc, non sachant que pour moi c'est ok. Au Jamel Comedy Club vraiment il a pété et du Oui. coup il a eu énormément de succès. Donc il a fait un film au Jal Opération Portugal Ok. où du coup il joue. Enfin bref, j'ai pas C'est envie le de moment où parler de ça va ce trop film. loin, J'ai pas envie de parler de ce film. Mais bref. Ah ouais, c'est Et vraiment en fait je suis allé trop voir loin. parce que du coup mon père adore ce sketch. Du coup on est allé voir le film et vraiment on rentre dans la salle, on sait pas qu'il y a Jal, on voit que la salle est remplie de ouf. On se dit mais qui va voir ce film? Jal Et là- a pété au Jamel Comedy Club. On avait dit C'est que un ce- peu marrant, On quoi. avait dit que ce podcast c'était genre le podcast mais sans l'épée quoi. Ouais. C'est le seul truc que j'ai dit qu'on fait pas. En vrai, moi, heureusement, vous m'avez pas dit ça, sinon j'aurais pas accepté. Hein. De Que c'était genre le floodcast caché là. Voilà, j'ai tellement hâte Oui, des prochains invités. Emmanuel déteste le podcast, il a Non, écouté j'ai zéro pas dit ça, épisode dans j'ai sa pas vie. détesté. Ah, vous la communauté. Non, voilà, je déteste le podcast à cause de vous deux, les gars. Oui, parce qu'on en parle beaucoup. Vous êtes insupportable avec ça. Hein. C'est Ouais, horrible. Hein. Mm. C'est C'est votre vrai que vous êtes personnalité. un peu des fanzous. genre. Bravo, bravo. Ah, non. Oh là là. C'est très très En impressionnant. vrai, est-ce qu'on peut faire genre toute l'intro, on l'a fait ensemble genre? Ah, moi je peux la faire entièrement. Je peux pas, en vrai, j'ai pas les capacités. Yeux dans les yeux là, putain. Mais du coup, moi je propose un petit tour de table, si on a le temps. Petit tour de table, chacun la meilleure expérience de salle, événement à Paris. J'avais prévu la pire. Ah, la pire. Ouais, parce que moi j'en ai une qui me va sur le cœur mais que vous connaissez. Bah, est-ce qu'on peut faire les deux? Bah au pire vous faites les meilleurs et moi je fais la pire. Bon, très bien. C'est la dictature. Parce que moi, du coup, j'avais une deuxième séance de laquelle je voulais parler, un peu plus intello que Vermine, qui était, voilà, c'est plus là l'avant-première, le Parce que côté... Vermine du coup c'est pas Saint-Élo pour Ah non, toi. pas du tout, c'est pas ce que je disais, mais plutôt le côté, la présence de l'équipe et le côté événement, c'était plus pour faire acte de présence, genre événement cool, regardez, on est là. Et puis parfois, il y a des événements où c'est un peu plus censé être utilisé pour les cinéphiles. Et c'est... Ouais, c'était long. Bon, tu cutteras. Et du coup, cette séance-là, je savais pas que c'était possible de voir ce genre de film-là au cinéma. C'était un événement, puisque à la Cinémathèque, ils avaient projeté Napoléon d'Abel Gans, donc film de 7 heures biopic sur Napoléon, qui date d'il y a une centaine d'années, peut-être 1920-1925, un truc comme ça, et qui du coup a été restauré ces dernières années. Il y a eu un énorme travail de restauration de la Cinémathèque, qui est donc, la Cinémathèque, c'est le cinéma, peut-être le cinéma dans lequel il y a le plus d'événements de ce genre-là, à Paris, où en fait régulièrement ils reçoivent des metteurs en scène, des acteurs, des actrices, et en fait ils vont faire des rétrospectives complètes, donc en vrac dans... Notamment là ce qui arrive, il y a Sigourney Weaver qui passe à la Cinémathèque. Voilà. Il y a encore des places, personne n'est au courant parce qu'ils ont pas fait la com et ils réouvrent que dans demain. Ils ouvrent. Ok. Donc si vous entendez ce podcast assez tôt, vous pouvez prendre d'autres places pour Sigourney Weaver. Voilà. Et régulièrement, nous on a pu participer à la Cronenberg. rétrospective de Cronenberg, Darren Aronofsky. Il y a quoi d'autre? On a dû voir d'autres Moi j'ai trucs. vu Sofia Coppola Ok. en masterclass là-bas, j'ai vu les actrices de L'Une chante l'autre pas. Hmm. Ça, Pour c'est la incroyable. pornographe. Purée, c'est vrai, j'oublie tout le Pour temps. le pornographe où on a vu donc Bertrand Bonello Et et Léo. Et Isabelle- Hein Jean-Pierre Léo. L'acteur Jean-Pierre Ah Léo. oui, ok, pardon, oui, c'est vrai. Ça, c'est incroyable, Je en croyais que c'était le prénom. Oui, c'était génial. Sachant qu'en fait, il est connu pour ne jamais venir aux événements. Et quand j'ai réservé ma place, on m'a dit il ne va pas venir, c'est sûr. Bon, il est venu, il était assis sur une chaise, il s'est levé une seconde, il a dit bonjour, il s'est rassis sur son siège. Mais c'est quand même incroyable. Mais Tu as c'était vu- vous dingue. avez vu Antoine Donnel. On a vu Antoine Donnet. Mais oui, bref, donc pour vous rendre compte là de l'idée d'à quel point Paris c'est riche en termes d'événements, tout ce qu'on a pu citer là, c'est quand même des immenses noms et on a tous pu les voir, donc c'est génial, c'est hyper riche. Et du coup, Napoléon d'Abel Gans, la particularité, c'est que c'est un film très long, donc il a été, comme je disais, restauré par la Cinémathèque. Donc c'est tout un travail immense où ils sont allés chercher des bobines aux quatre coins du monde et tout, ils les ont retravaillés pour ressortir une version 4K, je sais pas, mais en tout cas en très bonne qualité. Et du coup, la version intégrale dure 7 heures à peu près. Et du coup, là, c'était une séance qui durait de 15h à 23h avec 1 heure d'entracte. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment la séance mastodonte. On avait réservé nos places, j'y suis allé avec Emmanuel et un pote à nous. Et on avait réservé nos places peut-être un mois à l'avance, un truc comme ça. Enfin, moi, c'était vraiment l'événement de fou. Et du coup, le jour J, on arrive dans cette salle, on sait qu'on va rester assis pendant 7 heures au total dans la journée, que ça va, c'est un film muet en plus, donc que ça va probablement être très lourd. Et franchement, moi, j'ai mangé ma claque parce que c'était du pur spectacle. Et c'était, je pense, ma meilleure expérience au cinéma à Paris dans ce spectre-là d'événements. Et ouais, c'était absolument sublime. Je crois que Yuna, t'as pu voir à Cannes la première partie ou t'as vu les deux parties finalement? Non, j'ai vu que la première partie à Cannes, la deuxième elle passait pas. Et effectivement, je sais pas si tu te souviens de la scène de début, la bataille de boules de neige. Oui, bien sûr, C'est bien sûr. magnifique. Ça C'est et le génial. triptyque de fin. Le triptyque de fin, j'étais hyper sceptique parce que je savais qu'il y avait un triptyque.
C'est en écran séparé en 3, Oui, à la mais toute fin. ça c'est dans la deuxième partie. Dans la ça. deuxième partie, ouais. Ah oui, Oui, Tu pardon. l'as vu ça? Oui, ça je l'ai vu, Ah, ok. et je l'ai vu à Paris, mais plus tard du coup. Je l'ai pas vu les deux Ah dans la donc t'as foulée. vu les deux parties au Oui, final. t'as vu les Oui. deux parties. Ah oui, C'était pas d'accord. clair. Mais j'aurais Alors, pas vécu l'expérience comme vous de 7 heures d'affilée, Non. parce que vous Oui. aviez une heure de pause, elle a eu. Malheureusement. Oui, ok. Malheureusement. Mais j'étais Ok. bien contente de vivre ça à Cannes quand même. Parce que c'était Première ou chouette. deuxième partie, t'as préféré? La première, je pense. Moi aussi. Clairement la Ouais. première. La deuxième, il y a plus de longueur, les passages où du coup il est avec comment elle s'appelle Sa sa compagne, femme? Joséphine. Oui, Joséphine. C'est Mm. tellement long. C'est très long ça. Ça c'est très long. Ok, bah j'en ai pas un grand souvenir, donc Oui, probablement il y a la c'était scène long. de balle notamment, cette scène de balle, elle est longue. Ah. Et là pour le coup il se passe presque rien. Ok, j'ai des belles images en tête, mais peut-être que. Et oui, bah, C'est- alors, de toute c'était façon, il y a très des neuf. belles images tout le long du film. Et globalement, moi, j'ai vraiment passé 7 heures. Parce que moi, il y a un truc que j'aime bien avec les films muets, c'est que tu vas pas t'encombrer l'esprit avec de la réflexion qui peut venir des textes. Et du coup, bah, je sais que moi, par exemple, quand je regarde un film qui est très dense au niveau des textes, parfois je décroche un petit peu. En tout cas, c'est un visionnage qui est très fatigant et très usant. Mais là, le fait que ce soit muet, il y a quelque chose de très naturel qui se passe et c'est toujours suggéré parce que là, c'est que la mise en scène qui va venir te parler. Et les intertitres, mais il n'y en a pas non plus énormément. Et du coup, l'histoire, elle devient naturellement, elle te heurte naturellement, et tu profites à 100% de la mise en scène qui est absolument dingue. Et du coup, tout le long du film aussi, pendant les 7 heures, je me disais, c'est quand même incroyable d'avoir fait ça il y a 100 ans. Il y a des plans de malades dans les montagnes où tu te dis, mais moi je me disais, mais comment ils ont fait pour amener tout le matos, toutes les caméras et tout, c'est dingue. Et t'as des milliers de figurants partout, t'as des scènes grandioses, et c'est vraiment la grande claque. Après, souvent quand je parle de ce film, je mets de côté le côté biopic parce que c'est ultra glorifiant sur la figure napoléonienne. Il y a vraiment aucun aspect négatif qui est dépeint de Napoléon. Donc en soi là-dessus, c'est un problème. Et donc le propos est absolument à jeter. Mais en tout cas, en termes de spectacle et de narration, de mise en scène, c'est vraiment, je pense, un des trucs qui m'a le plus giflé de toute ma vie. Genre, vraiment. Ouais, je plus sois tout ce que tu as dit. Voilà. Intégrité. Moi, ma séance préférée, c'est aussi la pire, mais parce que du coup, c'est ça qui a été voulu. On est allé avec Tim et une pote à lui qui s'appelle Agatha voir une masterclass de Gaspard Noé, Ok. suivie du coup de la projection de son court-métrage Lux Aeternae, ou Eterna, je sais pas. Lux comment- Aeterna. Ouais, Lux Aeterna. C'était génial, ça j'ai beaucoup aimé, Oui. mais c'est pas ça le main event, c'était Irréversible au Max Linder à l'endroit. Oui, irréversible, inversion intégrale. Ah. Voilà, et en fait j'avais déjà vu Irréversible dans le bon ordre, mais du coup c'est pas dans l'ordre chronologique. Et là, du coup, on l'a revu dans l'ordre chronologique. C'est la première fois, du coup, qu'en sortant d'une salle de cinéma, j'avais envie de vomir. Ah ouais, Vraiment, ouais. c'était Un mais enfer. un enfer. Bah, vraiment, à la suite de cette séance, on est resté, je sais pas, peut-être une demi-heure Ah devant oui, le oui. cinéma à vraiment gamberger et à parler du film. Et après, à la base, on devait se dire au revoir et Agatha devait rentrer chez elle et nous chez nous. Mais on s'est dit, non mais alors déjà, on ne voulait pas que Agatha rentre seule. On était vraiment genre, non, c'est horrible. Et du coup, on a décidé d'aller tous chez Manolé et on a fait une nuit blanche où on a fait que de parler pendant toute la nuit. Ah ouais. Et vraiment, bah, après on parlait pas du film, Oui, on parlait pas de tout et de rien. Mais du coup, il y a vraiment eu ce truc de... ouais, la séance était tellement lourde et nous a tellement heurté que du coup, on voulait même pas dormir. T'oublies un gros truc aussi, c'est qu'à la fin de la séance, ce qui était prévu, c'était d'aller manger. Et en fait, Ah oui. du coup, on est allé prendre à manger, mais je crois qu'on a mis un bon petit temps avant d'aller manger parce que Ah ouais, c'était c'était juste pas possible. Genre, c'était horrible. Ah ouais, la vache, à ce point. Et en vrai aussi, ce qui était bien, c'est que la masterclass de Gaspard Noé était cool. Oui, Genre, elle était géniale. Moi, c'est la meilleure que j'ai faite. Voilà, parce que souvent les masterclass c'est un peu plombant, on est assez d'accord avec Tim là-dessus. Genre, Enfin, pas souvent, mais ça arrive. Oui, ça arrive quand même souvent. 50% du temps. Oui, voilà. Oui. Que les masterclass, bon, ce soit pas aussi passionnant que ça en a l'air. quoi. Parfois, Alors que là- parfois, les metteurs en scène, en fait, ne préparent pas forcément leurs réponses et du coup, parfois, c'est Juste chiant, on des s'emmerde. fois, en fait, ils ont pas les. Par exemple, j'ai fait le George Lucas, donc Star Wars, c'est Oui, gigantesque. pareil. C'était chiant de fou. Oui, c'est et j'ai générique. fait Jeff Nichols, je connaissais même pas ces films, et c'était un des trucs les plus intéressants que j'ai fait parce qu'il parlait vraiment de cinéma. Et quand il est passionné, du coup, bah, ça nous passionne aussi. Là où George Lucas, il a fait Take Shelter, il a fait Ah oui, oui, The oui, Bike oui. Riders, Oui, des oui. trucs comme ça. Ah oui. En vrai, il est connu, tu vois, mais j'avais pas vu ses films. Après, il y a aussi beaucoup d'intervieweurs qui sont à chier. Hein. C'est vrai, Oui, c'est vrai. Et Bah, pour le mais il y a Des les deux. Hein. questions qui ont Parce déjà que, été posées bah, 100 fois. Oui, c'est ça, exactement. En fait, il y a des questions qui sont. Très génial. Bah, il y a les deux. Il y a les questions un peu impersonnelles, nulles. Genre, vous pouvez nous parler du tournage. Bon, après, ça Ouais. peut donner naissance à des moments sympas. Mais parfois aussi, il y a des intervieweurs qui sont genre surpassionnés et qui vont aller, je sais pas, tu sais, ils posent des questions à rallonge. Et du coup, le metteur en scène, il va retenir qu'un petit bout parce que bon, ça le fait chier. Il a arrêté d'écouter la question 10 minutes avant. Et du coup, il va répondre un truc un peu à côté et t'es déçu. Enfin, c'est vrai que c'est un peu tout ou rien, souvent, les C'est vrai qu'il y a masterclass. ça aussi. Moi, j'ai un bon souvenir de la masterclass de Michel Gondry qu'on Oui. avait faite ensemble. Il est vrai, il est Pour, vrai. c'était quoi le nom du film Mais avec en- Pierre Ninet, genre C'était le livre des solutions. Oui. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que quand c'est en général des journalistes
slash critiques ciné qui font les masterclass. C'est plus intéressant parce que du coup, ils ont peut-être plus de bagages. En même temps, comme t'as dit, il faut pas qu'ils aillent trop loin non plus. Mais genre là, par exemple, du coup, c'était Sophie Grèche qui faisait la masterclass. Moi, pour Jeff Nicole, c'était un mec de sciences critiques, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, en fait, vu qu'il parle ciné, parce que même lui, les anecdotes, people, ça le fait chier, il parle de ciné, et du coup, le mec en face parle de ciné, et du coup, ils sont un peu dans leur délire. Et c'est hyper intéressant à écouter, je trouve. Ouais, ça c'est un régal. Comment il s'appelle le réalisateur du Nom de la Rose déjà, j'ai oublié. Michel Oh putain, Anneau. Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano. C'était Jean-Jacques Hano. génial. Celle-là, elle était folle. Celle-là, vraiment, En fait, c'était au Grand Rex. Serge le mytho, c'est-à-dire que le mec, on est persuadé qu'il a menti 99% du temps. Il racontait des anecdotes. C'était mais C'est certain. Vraiment, on était genre bouche bée. Et surtout, il enchaînait. Et lui, pour le coup, c'était incroyable parce que c'était un vrai passionné. Et en gros, l'intervieweur, il prenait 1% de place dans la masterclass. Et il posait une question. Et là, t'as Jean-Jacques Hano qui répondait pas forcément à la question, mais juste il avait envie de raconter un truc. Et du coup, il déboule sur des anecdotes de malades de tournage, des trucs de fou. Et nous, c'était passionnant. Pour le Et coup. moi, Ça, je l'ai c'était pas génial. du tout vécu comme ça parce qu'en fait, on l'a vu le jour de mon anniversaire. Ah oui, Et c'est vrai. Le truc, c'est que c'était la soirée de mon anniversaire, donc j'avais pas envie de faire que ça de ma soirée. Ça a duré quoi À C'était 2 heures, long. c'était très Ça a long. duré, Il voulait c'était pas s'arrêter. tellement- je n'en C'était pouvais très, très plus. long. Moi j'étais Mais- mort de rire. en fait- au début j'étais en mode waouh, mais c'est une anecdote de fou. Et au bout d'un moment, au bout de 3-4 Allez, anecdotes, arrête. je commence à mourir de rire. Je me disais, mais il fait que de mentir, c'est pas possible. Moi, les serial mythos comme ça me tue. C'est de génial. rire, En fait, quoi. il est vachement vieux, genre, tu sais, tu sens qu'il est quand même bien âgé. Mm. Et vraiment, tu sais, le mec un peu bon vivant qui veut grave parler, qui adore ça, tu vois, qui est heureux Ok. d'être là. Et c'était génial. Et un vrai passionné pour le coup qui a parlé de autant de techniques C'est que ça. d'anecdotes de sa vie de tournage. Mm. Et juste sur le Nom de la Rose, il y a des anecdotes de ouf. Sachant Notamment, que moi le je me tournage, rappelle c'était de la séquence d'incendie Oui, c'est du Nom de la Rose. pareil, tout. Et il racontait du coup comment tourner, parce que du coup, donc, Mm. dans le Nom de la Rose, il y a toute une scène d'incendie où il y a tous les décors qui brûlent, Ouais, et je m'en souviens, c'est j'ai vu le film. pas de la CGI, genre il a vraiment fait cramer ses décors, et du coup il racontait comment ça s'est passé, et donc il avait des caméras partout dans tous les sens sur le tournage qui filmaient, et il y avait une caméra qui était HS au dernier moment, un truc comme ça, et genre il y a un truc genre un technicien ou je sais pas quoi, qui s'est pris une poutre sur la gueule, il y a pas un truc comme ça, Oui, si, genre un mec qui s'est fait assommer par une poutre qui Enfin, tombait pendant d'après les l'incendie, dires de genre. Jean-Jacques Hano, quoi. Oui, voilà, c'est lui voilà, qui dit ça. voilà. Mais tu vois, ce genre d'anecdote là, de tournage où tu t'imagines des trucs, et en plus t'as vu le film juste avant, du coup t'as carrément les images en tête. Enfin, ça, c'est vraiment un bonheur. Et d'ailleurs, les masterclass qui précèdent les séances, c'est toujours à chier. Ça, c'est toujours. Ça n'a je déteste. aucun intérêt. Je ouais. Ouais, c'est déteste. vrai. Et je me suis souvent fait spoil, notamment, je me suis fait spoil Psychose. Ah Je suis allé ouais voir Psychose au cinéma parce Moi, que j'ai je pas me vu. garde le film. Vous verrez que moi, du coup, j'ai un rapport à la salle de cinéma très précieux. Et que du coup, je vais voir Psychose au cinéma pour me faire spoil sur la présentation du mec du ciné. C'est même pas un journaliste ou quoi. C'est le mec du ciné qui dit oh, j'adore ce film d'ailleurs, le moment où nanana. Et il spoil le plus gros truc du film. C'était terrible. Ah, terrible. Ouais, tu Ah vois ça. merde. Moi, du coup, j'ai juste un petit coup de gueule sur ma pire séance Ah oui. qui, du coup, n'était pas une séance car je me suis fait recaler à l'entrée. Donc, moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas parisien. Je sais ce que c'est. J'habite à Moi aussi. 1h30 de Paris. Donc, quand je vais voir une séance, moi je vais beaucoup donc, au ciné, vous le verrez, je l'expliquerai tout à l'heure. J'habite à 1h30. Donc je fais 1h30 parce que j'ai réussi à avoir une place pour la masterclass de David Fincher, qui est un des mecs qui m'a fait entrer dans le cinéma. Seven, c'est un de mes films préférés. Et j'arrive du coup 1h30 de transport plus tard devant. Je vais pas dire la salle parce que également moi je les aime bien. Et donc j'arrive devant la salle et ils nous disent alors désolé, on a vendu trop de places donc il n'y a plus de place dans la salle. On vous rembourse. Et ils m'ont remboursé en pièces et je suis reparti avec des pièces dans la main, dégoûté. Et j'ai marché le long de la scène. J'étais mais vraiment dégoûté parce que du coup il y avait The Killer, le film en avant-première de David Fincher. J'étais ultra hype. Avec une masterclass du de David Fincher, je me fais recal devant avec des pièces dans la main. C'était... Bah, le film est tellement à chier qu'en vrai ça va. Le film est nul, mais mec, la masterclass de David Oui, Fincher, oui. c'est. Moi, juste, du coup, j'en profite. C'était l'époque où on n'était pas hyper potes. On se connaissait un peu, quoi. Et j'ai peut-être un peu. J'étais un peu content. Oh Quoi Non, mais genre, le truc j'étais tellement jaloux que t'ailles j'entends. à cette masterclass. Et du coup, il y avait un truc de FOMO, de malade. Genre, putain, il va voir David Fincher, je suis dégoûté. Et quand j'avais vu tes tweets, t'avais tweet en direct ce qui se passait. J'étais vénère. Je vais pas dire content, mais genre Ouais. léger soulagement de. Ok. Mec, Voilà, bah, mais c'est je l'assume, c'est Wow. horrible, c'est horrible. Wow. Mais sache qu'aujourd'hui, si ça arrivait à nouveau, peut-être que j'aurais encore un peu cette satisfaction. J'aurais dû plus te faire de crasse. Ah, moi je l'ai pris moi. Moi, je trouve que c'est extrêmement sain de ta part et mature de ta part d'avouer un Je tel le dis. sentiment. Parce que moi, Bah après, il y a c'est prescription. naturel, tu vois. Il y a Il y a prescription. prescription, mais Bah, c'est j'ai naturel, toujours tu pas vois, revu c'est David Fincher en vrai, donc en vrai, je suis toujours autant dégoûté. Thématique suivante Oui. Allez. On fait quoi Très On bien. refait une petite question ou tu veux. Non, je y prends la aller parole. Très bien. Je prends la parole tel le tyran que j'aspire à être. Du coup, ma thématique, elle est pas si compliquée. Est-ce que quelqu'un l'a compris? Vous l'avez lu? T'en as donné Moi, trois. je sais pas ce que J'ai c'est. oublié. Ah oui, je vais en choisir une. La première, je vais vous parler de L'amour ouf, spécifiquement, Oh. qui est le film qui a initié le début, j'avoue que la phrase est dégueulasse, mais de mon acceptation, de mon appréciation, de ma capacité à apprécier, c'est encore plus long que ce que je croyais, Je m'en souviens. des films avec lesquels je suis politiquement en profond désaccord.
Ah non, je pensais pas que c'était Ah ça. oui, moi aussi je pensais Ah pas. oui. Moi je pensais que c'était Ok. le truc ultra condescendant Oui, de oui. les filles n'ont pas nécessairement besoin Oui, d'être d'être- intelligents. Voilà, je pensais que c'était Elle avait écrit ça, je crois, à un moment. Oui. La non, première mais- idée, c'était ça, puis Voilà. ensuite, elle a écrit un truc Voilà. intelligent, puis ensuite, elle est revenue sur ça. Donc le cinéma art pauvre Voilà. n'est pas nécessairement. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. Mais non, mais c'est parce que j'ai écrit les thématiques à la zob, j'aurais jamais dit ça. Mais du Ça coup, c'est le fond représentait de pas ta le fond de pensée, ma en fait. pensée. Non, c'est la caricature de ma pensée. C'est un peu différent. Geste technique. Non, donc déjà, je précise, j'ai jamais abordé les films de manière générale en me disant il faut absolument que je sois d'accord politiquement avec eux pour les apprécier. Mais il s'avère que ça a quand même été difficile pour moi d'apprécier certains films avec lesquels j'étais en désaccord. Je pense, je sais pas, celui qui me vient, c'est Bac Nord, genre typiquement. Que j'adore. Que J'aime bien Riyad aussi, adore. moi. C'est vrai? C'est Putain, vraiment moi, cool comme le film m'agace trop. En fait, je le trouve dangereux politiquement et j'arrive pas à détacher le fait que c'est un bon film d'action, mais en fait, il est tellement dangereux En politiquement fait, que ça le me casse les pire couilles, que tu vois. d'être un film de droite, c'est que c'est un film qui est de droite sans faire exprès, donc en fait, il est de droite et con, quoi. Oui, exactement. Genre on a l'impression que c'est un espèce de regard sain au-dessus de la situation. Exactement. Genre, bah voilà, c'est peut-être un peu comme ça le problème. Ah, et c'est vrai que c'est là où c'est un problème. Bah, c'est ça, en fait, il a une C'est compliqué. prétention à la neutralité alors qu'il est pas neutre du Ouais, tout exactement. et c'est absolument terrible. Vous aimez bien tous les deux. C'est un bon film d'action. Moi j'aime bien parce que je le regarde en mode bah, pareil que Napoléon, tu vois, genre le propos, bah je sais ce que c'est, genre je suis pas du tout d'accord, mais les scènes bah, m'impressionnent et un truc. Moi, c'est complètement différent. Ok. Moi, genre, je l'ai vu du coup au tout début de la cinéphilie, donc moi, les analyses un peu politiques des films, j'arrivais pas vraiment à les voir. Donc, quand j'ai vu Bac Nord, j'ai juste vu un film d'action, j'ai Ouais, pas des du bastons et tout tout, capté l'envergure politique du Oui. film. Et c'est après, quand du coup, il a été récupéré par l'extrême droite et tout, que j'ai commencé à m'y intéresser, que j'ai vu qu'en fait, c'était bourré de conneries, tu vois. Mais du coup, le moment que j'ai passé dans la salle de cinéma avec mes potes, en tant que ouais, film d'action et tout. Ouais, je capte. Alors que moi, comme j'ai fait des études en sciences politiques, ma première grille d'analyse, enfin la plus instinctive, c'est ça, tu vois. Et du coup, ça m'apparaît évident et je suis en mode ah, ça me casse les couilles, c'est pas précis, ou c'est faux, ou c'est dangereux, enfin tu vois. Et L'amour ouf, je trouve, bah, je sais pas, vous l'avez tous les trois vu? Non. Oui. Ah, tu l'as pas vu toi? Ah merde. Mais Ah, ok. en vrai, je ne le verrai pas, donc vous pouvez me je spoiler pense, comme pas vous que, voulez. je pense pas que ça t'intéresse, effectivement. Ah non. Enfin, du Ah coup, non, tu ce t'en que je te battrais dis. les couilles au plus haut point. Ah ouais. Ouais. Ah oui, Tu sais ah, que mais moi, certain. du coup, je l'ai vu à Cannes, je n'aime pas trop le film, mais j'aurais aimé qu'on me le conseille si je l'avais pas vu, tu vois. Parce Moi, qu'en fait, c'est un film que je suis trop content d'avoir vu et que, Oui, je comprends. au fond de mon cœur, il y a 5% qui l'aime un peu bien, mais genre, moi, je le trouve nul. Il y a aucun doute là-dessus, mais C'est vrai je suis content de l'avoir vu, tu vois. Ok, moi j'ai adoré L'amour ouf, alors que je trouve qu'il propose une vision de l'amour qui est ultra éculée. Mais genre ultra éculée. Enfin, c'est tous les clichés, Ah oui. stéréotypes des années, je sais pas exactement comment dater, mais 80, 70, Mm. où c'est la meuf qui tombe love d'un bad boy, grosse romantisation de la violence, la meuf qui l'attend pendant des années et qui existe un peu qu'à travers lui, etc., qui s'oublie à travers lui, et c'est glorifié comme une espèce d'idéal. Mais en fait, en regardant le film, enfin, j'ai adoré le film, genre j'ai passé un trop bon moment devant le film, j'ai une trop bonne vibe du film, une trop bonne image du film, mais en fait, c'est parce que je sais aussi que c'est pas, enfin, que le film n'a pas prétention à m'apprendre ce que c'est que l'amour ou à dire ça c'est la meilleure version de l'amour. J'ai juste l'impression que c'est un boomer qui a un peu conscience que c'est un boomer et qui se fait ultra kiffer en mettant en image son fantasme daté de ce que c'est que l'amour, genre. Je suis Moi, complètement d'accord, mais je pense pas qu'il est conscient qu'il est en Oui, justement. Tout ce que t'as Ah dit, ouais sauf la Ouais. conscience. Ah ouais? Pour moi, je pense qu'il le fait vraiment. Bah, En mode, c'est Ouais. trop stylé. Ce que ouais, j'ai c'est ça, exactement. Ouais, moi, il le fait. Genre à cœur ouvert, il dit ah voilà, c'est génial et tout. Mais je le vois vraiment. Sachant qu'on l'a pas dit, mais c'est Gilles Lelouch sur Oui, l'éditeur. c'est Gilles Lelouch. Je l'imagine un peu comme ça. Effectivement. Je le vois simple comme ça, genre. Ok, parce que moi je trouve que même dans la forme, tu vois, il y a une prise de parti affichée. J'ai l'impression, enfin, c'est pas possible de pas savoir que ton film est kitsch, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, Et je suis encore pas d'accord. Ah ouais? Moi, je pense qu'en termes de mise en scène, il s'est dit, j'ai l'idée de ça. Ah ouais? Parce qu'il fait Oui, des c'est plans. vrai, bah oui. En fait, c'est une mise en scène qui est vraiment marquée. C'est-à-dire que chaque plan, que ce soit en termes de photos ou en termes de mouvement de caméra, il fait des trucs qui sont reconnaissables tout de suite. Tu Oui. vois Ouais. qu'il fait quelque chose, tu vois. Et c'est très lourd. Et en fait, tu sens que le mec est C'est derrière très la lourd, cam, du coup, en fait, tu le vois faire, tu le sens qu'il Oui, est bien derrière en sûr. train de le faire. Ouais, ouais. Et à chaque fois, il fait ça, et tu sens qu'il est en oh, stylé ce plan, putain, trop Mais- bien, tu vois. Non, mais ouais, je suis d'accord, en fait, C'est- moi ça m'amuse parce que en fait, je trouve qu'il a l'air tellement enthousiaste. En fait, je trouve que le film. Mais du coup, déborde il en est pas d'enthousiasme conscient, partout, tu vois. En mode, c'est exactement ce que Oui, tu dis, pour mais moi, il en- c'est vraiment son il a kiff pas la à lui. conscience de faire une connerie. Il est en mode, je fais un truc qui est trop stylé. Ah ouais, je sais pas. En fait, j'ai tellement l'impression de voir un gamin qui s'éclate sa mère que tu vois, ça arrive pas à m'agacer. Je suis en C'est mode, ça que c'est je- mignon. tu Oui, vois. et après, en vrai, les intentions du réal, en tout cas dans cette sphère-là, Mm. elles ont pas forcément besoin d'entacher ton appréciation du film. Enfin, je veux dire, Ouais, je c'est sais comment, pas. c'est comment tu le perçois, tu vois. Ouais, c'est Genre, ça. typiquement, la plupart des films de Quentin Dupieux me font chier parce que j'ai l'impression qu'il a la prétention de m'apprendre quelque oui, chose. oui. Je suis en mode, tu ne comprends pas. Genre, Oui. c'est toi qui as fait une très bonne review de L'Accident de piano, c'est tu ne comprends pas le monde Je dans suis pas lequel seul, tu vis. mais oui, c'est exactement ce que Mm. j'ai dit. Mais du coup, je pense que c'est la première fois du coup que j'ai réussi à détacher un peu le fond de mon appréciation et de la qualité de mon visionnage. En tout cas, c'est la première fois que je l'ai conscientisé. Mais est-ce que c'est parce que tu le vois un peu comme un nanar moderne ou pas? Bah, ça a l'air d'être un peu ça. C'est un peu ça, mais tu vois,
Typiquement, Est-ce que l'amour ouf est le nanar moderne? En vrai, je crois que c'est un ça. peu hein. nanardesque, Oui, ouais. Je crois bah que oui. c'est ça. hein. C'est un peu C'est nanardesque. pas bien écrit, c'est kitsch de malade tout le temps, mais il y a des scènes où Mais c'est ça c'est qui est bien mignon, aussi. c'est un peu attendrissant. Parce que ce qu'il y a aussi dans les nanars, c'est que, enfin dans les bons nanars et dans les vrais nanars, c'est que moi ce qui me fait plaisir quand je les vois, c'est que je sens la dévotion et la passion du metteur en scène qui me touche un peu. Là le problème c'est que, enfin souvent d'ailleurs avec les nanars, c'est le côté problématique, mais il faut en être conscient. Et si tu arrives à le détacher, tu peux prendre un certain plaisir à kiffer le côté médiocre, Du coup, certaine médiocrité quoi. Complètement d'accord, mais du coup, je pense que le fait que ce soit Gilles Lelouch, qui est quelqu'un que j'apprécie pas trop, Oui. ça me bloque pour aimer de cette façon-là. tu vois. Si Parce c'était que un je me dis, nobody, mec, si si c'était quelqu'un qu'on connaissait Agnès pas. Varda, qui avait fait l'amour ouf, Ah, Je genre, pense- En faire. fait, c'est mec, impossible à je concevoir. pense que je serais en mode putain, mais c'est Claude. Oh la bonne vieille. Ah c'est non, Claude. Amo, elle a 0 sur Je 20. pense que je serais comme ça. Bah non, parce que Agnès Varda, pour le coup, tu l'attends au tournant dans ses takes, Non. dans la politique de ses films. Sans le truc problématique, Ah je parle oui, en termes de mise en la scène. mise en vraiment. scène et tout. Ouais. Ah oui, en ok, termes de oui, conneries oui. de mise en scène, Ouais, c'est vrai, c'est tellement Oui, c'est vrai, bête c'est vrai. un peu, tu vois, que je me dis, genre si c'était quelqu'un qui se fait juste kiffer, quelqu'un Oui. que j'aime bien, du coup, même vous par exemple, si vous aviez fait l'amour ouf, je serais en mode, il s'éclate, c'est génial. Oui, c'est Et le vrai. fait que ce soit Gilles Lelouch que j'aime pas, je suis en mode, ouais, il s'éclate. Ouais, je capte. Moi, je suis partie avec un a priori, mais le fun a pris le pas sur ça, tu vois. Et tant mieux. Ce qui est assez fou. Mais est-ce que Tant tu mieux. l'as vu du coup? Pas à Cannes, toi? Non, je l'ai pas vu à Parce qu'il y a Cannes. un truc, c'est qu'à Cannes, tout le monde a détesté. Et à la sortie, les gens ont aimé. Et Gilles Lelouch a dit qu'il avait complètement modifié le montage. Donc il y a un Ok. monde où le montage On a pas de vu le la même sortie film, quoi. ciné est vachement plus peut-être dynamique ou juste plus cool. Peut-être qu'il a coupé des scènes qui sont kitsch au point que nous, ça nous a fait pas aimer le film, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il y a un truc aussi là-dessus qui joue. Ah, j'aurais bien aimé avoir le avant-après. Moi, à Cannes, quand il était sorti, le gros truc, c'est pour moi qui me hypait de fou, c'était le triptyque. Donc entre le casting, donc on retrouvait un peu tout le cinéma français et tout, et il y avait un côté presque un peu Avengers et tout qui me rendait curieux. Il y avait la tagline sur l'affiche qui vendait le film comme étant une comédie musicale romantique et ultra violente. Donc moi je vois ça, je suis oulala, ok, Ouais, là on est sur un truc vraiment C'est fat. une des meilleures taglines d'affiche. Ouais, ça me donnait trop envie. L'affiche me parlait, le cœur déjà, en plus il était très rose et tout, qui dégoulinait de sang, je sais pas, il y avait un truc vraiment, je me disais, oh, ça va être incroyable. Et en plus, quand je crois que j'avais entendu Gilles Lelouch en parler en disant, ouais, là j'ai vraiment donné toute mon âme et tout pour ce film. Avant, il avait fait Le Grand Bain, qui avait plutôt bien marché, qui est plutôt apprécié. Du coup, j'en attendais vraiment énormément, et j'ai réussi à choper une place en séance gala. Du coup, il y avait tout le casting qui était dans la salle. Du coup, tout était réuni pour que je passe un moment de malade. Et du coup, et c'est exactement à cause de ça que je suis frustré profondément par ce film. C'est que la tagline qui vend le film comme une comédie musicale ultra violente, c'est vraiment un 0 sur 2 parce que les seules rares scènes de comédie musicale ont soit été a priori coupées en montage, sachant que la fin du film qui nous a été montré à Cannes montrait une scène de danse générale où tu avais plein de gens qui se mettaient à danser partout et tout. Ah C'est ouais. genre les parapluies de Cherbourg en mode Exactement. les gens sont sur le Exactement. port et ils dansent tous, mais Oui. vraiment t'as genre plein de chorégraphes et tout. Ok. Et Fan. J'aurais kiffé. c'était une belle scène, enfin, ça marchait bien. Et moi en plus, donc, le film dure 3 heures. La qualité que je lui admets, c'est en termes de rythme, je trouve ça cool et je me suis pas du tout ennuyé. Et justement, vers cette fin, quand commence cette scène de comédie musicale, je me suis dit, ah ok, là ça doit être la partie du film qui est full comédie musicale. Et là, genre, t'as les crédits d'un coup et je fais, hein. Genre, déjà, j'étais surpris que ce soit déjà fini. Et en plus, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est tout. Et du coup, ouais, je trouve que sur les 3 heures, t'as du bullshitage et des dialogues de merde et des intrigues qui me. Oh, c'est pas bien écrit, ouais. Ouais, c'est. Ah oui. Et du coup, ouais, globalement, j'ai été frustré, mais je crois que j'ai quand même mis une plutôt bonne note parce que justement, il y avait quand même une part d'affect, un peu comme toi, peut-être. Ouais. Genre de ah putain, c'est quand même un peu. Ouais, je sais pas, c'était un peu cool. Et du coup, je crois que j'ai mis 3 étoiles, un truc comme ça sur 5. Mais ouais, globalement, c'était une énorme déception. La plus grosse depuis longtemps, je pense. Est-ce que vous avez des films, vous, qui correspondent du coup à cette thématique? Ouais, des films avec lesquels vous êtes pas du tout d'accord politiquement, mais que vous aimez quand même beaucoup. Bah, du coup, Napoléon, en vrai. Mais j'en ai déjà parlé. Ouais, je capte. Moi, je sais pas si du coup ça marche, est-ce que c'est genre que je suis pas d'accord politiquement, mais il y a des films problématiques que j'aime bien. Ok, ouais. Oui, C'est ça pas, c'est marche. pas un aspect politique, mais donc par exemple Terror Filmer. Oui, bien on a vu sûr. ensemble Merci d'en parler. avec Tim, donc allez voir sur mon TikTok, on a fait un TikTok de Midnight Movies. Donc en gros, c'est un film complètement chelou qu'on a vu ensemble et qui est ultra problématique sur plein d'aspects. Je sais pas s'il y a du racisme, mais en tout cas, il y a énormément de misogynie. Il y a des scènes extrêmement de en fait, tout est poussé au max. Et putain, en vrai, c'est exactement comme même Roof. C'est que, en fait, c'est juste du coup James Gunn et Lloyd Kaufman, deux réalisateurs donc, de l'époque qui étaient jeunes et qui font juste tout ce qui leur fait kiffer. Ils font n'importe quoi. C'est un truc un peu méta sur le cinéma où ils sont dans un tournage et c'est le bordel, etc. Et en fait, il y a tellement de candeur, ce qui est horrible de dire candeur avec problématique, tu vois. Mais il y a tellement en mode, ça se voit qu'ils s'amusent
que j'ai pris moi du plaisir à m'amuser avec eux. Et j'ai adoré le film, j'ai mis 4,5, tu vois. Est-ce genre que c'est vraiment un peu adoré. genre le boys club incel qui sort de sa cave et qui fait un film Ça fait pas incel, ça Bah, fait... en fait, ce qui est particulier aussi avec ce film, c'est que c'est un regard sur une industrie du cinéma. Et du coup, il y a des scènes problématiques où c'est le regard du réalisateur sur les côtés problématiques de l'industrie du Ah cinéma. oui, ok. Et là où ça peut paraître ok, mais il y a des fois, c'est pour s'amuser, quoi. ouais, il y Genre, a, en il y a fait- des fois où tu sens qu'il fait un gag et là genre, bon, t'avais peut-être pas besoin de faire ça. Genre, Genre, et faut, là, faut c'est pas dur. défendre le film en mode c'est un truc qui dénonce. Oui, C'est pas du tout, pas du tout. un petit peu vrai, mais il y a beaucoup de trucs où c'est vraiment juste pour Oui, le c'est fun, trop. parce que Pure c'est... misogynie. Mais Pas ça doit pure être misogynie, mais pure fun. Et à une époque où être fun, bah tu t'en foutais, t'avais pas les normes. Mais du coup, ouais, je sais pas si c'est politiquement que je suis pas d'accord, mais en tout cas, je trouve ultra problématique. Ouais. Mais j'ai mis 4,5 sur 5. Tu vois. Mais et pour le coup, moi, c'est. Et je l'ai vu la semaine dernière. Oui. Non, Moi- mais j'entends. Moi, je pense que j'ai rarement autant ri à une séance où on avait des fous rires de. Genre, tu sais, de nervosité. Qu'est-ce qui se passe C'est n'importe quoi. Et en vrai, je conseille quand même ce film, juste à regarder entre potes, pas tout seul, ça a aucun intérêt. Mais ouais, le truc de. Là, je me suis rarement autant dit qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Et ça va toujours plus loin et ça s'arrête pas, ça dure 2 heures, plus de 2 heures, je crois. C'est 2 heures où le rythme est incessant. Ça te lâche jamais et c'est tout le temps des gags où ça va loin, ça brise le quatrième mur. Et on l'a dit d'ailleurs dans le TikTok, ça dépasse toutes les limites, les limites du politiquement correct, de tout et n'importe quoi. Ça les dépasse et du coup, il y a un truc de Ça qu'est-ce me que je suis en manque train de voir. tellement. Et J'ai vous envie avez de le promu revoir. ça, vous. Ouais. Attends, moi je vais essayer de rebondir sur du problématique plus ok, je crois. Ok. Moi j'ai 2 films comme ça. C'est de un, c'est La Grande Bellezza que moi j'ai adoré. Ah, spoil Ah pas, oui, je l'ai mais vu. oui. Non, mais je J'adore. spoil rien. Mais en vrai, je trouve que c'est un film très. Enfin, je sais pas si on peut dire masculiniste, mais ça se voit que c'est un film d'homme pour les hommes, je trouve. Genre, Ah ouais. et même dans ce qu'ils disent et tout, par exemple, il y a une scène, du coup, il y a aucun spoil. Hein. Il y a une scène où ils sont tous sur un espèce de balcon Oui. à Rome. Et enfin, je trouve que là, c'est l'apologie du misogynisme, tu vois. Mais bon, Ah ouais, j'ai pas le souvenir de ça. il défonce la femme, là. Ah ouais. Ah oui, il la défonce. Non, mais genre, en gros, Ça, c'est l'intro, ça. en fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a du coup, c'est 3-4 gars qui se liguent contre une femme pour Oui, ok. genre, défoncer ses idées. Oui. Et genre, à la fin, la morale, c'est bah, ils l'ont bien défoncé là. Genre, enfin, il n'y a pas de retour dessus. Ok, j'ai pas le souvenir que ça m'ait choqué, mais aussi, je crois que Sorrentino, j'ai ce truc de. Je vois un peu le vieux papy Ah oui, italien oui, oui. Oui. qui a hérité d'une culture Alors, ultra il est pas misogyne. du tout vieux, Sorrentino. Non, il est pas du tout vieux. Il est pas du tout Il vieux. a 60 ans, quoi. Quoi? Ah bah oui, Bah facile. oui, En c'est vrai, ça. il est. Pardon. Moi, ça m'a étonné Oui, quand oui. t'as dit il est pas du tout vieux. Oui, je Non, me mais suis pas- dit. il a aussi. pas 90 ans, mais Oui, il mais est ouais, 60 ans, je pense. Ouais. Facile, 60 ans, au moins. Peut-être pas, je 65. sais pas s'il a 60, mais. Ah non, peut-être en rêve, non. 60. 65, vous avez raison. 55, putain, Wow. ok. Ok, je le pensais un peu plus vieux, mais. Enfin, c'est comme Partenopée, je l'ai pas du tout trouvé sexiste le film, alors qu'il y a matière, Ah ouais, tu moi vois. aussi, hein. Après, tu aimes les Mais- films de Bertrand Blier, genre. Tu peux rien nous dire sur le sexisme dans le cinéma. Mais c'était parce qu'en plus j'ai une approche tellement féministe des films, et là dans le premier podcast, on dirait que je suis catastrophique Non. là-dessus, genre. C'est dingue. On a osé prendre le nom de Varda pour notre podcast. Oh là, Ah, putain. Ah, la vache. Mais là, c'est un enchaînement. En intro, t'as dit c'est le film le plus féministe que j'ai vu de ma vie. Et après, tu cites En des fait, c'est films le seul. misogynes. On va faire une carte blanche féministe au deuxième épisode parce que. Ah putain. Et du coup, moi j'en ai un deuxième comme ça. C'est un film qui, je pense, est problématique, mais je pense que je l'utilise bien. C'est Closer. C'est un film que j'adore. Parce qu'en gros, c'est un film qui montre tous les travers des relations. Genre, en gros, les gens le trouvent très problématique parce que ça, soi-disant, idéalise certaines relations. Et enfin, pour le coup, moi je trouve pas. Mais en tout cas, ce qui est dépeint, c'est des relations sentimentales et amoureuses terribles. Faut pas du tout reproduire ça. Mais moi, je l'utilise quand, du coup, il y a un moment de bad ou que, par exemple, je sais pas, un pote a rompu. Je lui propose ce film-là et c'est toujours très efficace, je trouve. Genre, en gros, Ok. Parce qu'il s'endort. ouais, ok. Non, mais parce qu'il assimile, du coup, et moi aussi, du coup, ça m'est arrivé, j'assimile, du coup, certains comportements et ça me permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et du coup, tu reproduis pas forcément les mêmes choses. Donc, je trouve que c'est un film problématique, mais que j'utilise bien, en gros. Ok, Voilà. intéressant. Moi, j'aimerais juste conclure sur mon thème. En fait, il y a un débat auquel j'arrive pas à répondre. C'est que d'un côté, il y a le tout est politique, les images sont politiques, l'art c'est politique, etc. Et de l'autre côté, je sais qu'il y a un courant qui pense que le cinéma, ou en tout cas l'art en général, devrait pas subir des analyses politiques parce que c'est de l'art et que c'est au-dessus des politiques. Et j'ai un peu l'impression que je joue aussi entre les deux points en fonction du film et de ce que je ressens des intentions Oui. du réalisateur. Mais j'arrive pas genre à théoriser une Ah, posture moi, je suis à fond de stable. ça, je comprends. Enfin, il y a des films. Enfin, il y a aussi. Après, pour moi, il y a une troisième section, c'est l'enjeu divertissement économique aussi. Dans le sens où maintenant, vu que c'est pas seulement un art, mais il y a des enjeux économiques et tout derrière, Ouais. il y a des films que moi j'aborde différemment. Il y a des Mais films du que coup, je sais. ça, c'est politique déjà comme posture de base oui. du film, tu vois. Oui, oui.
Ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est tout le sujet de ton thème en fait. Ce côté-là, ce Ouais, dilemme d'accord. entre est-ce que du coup tu dois garder l'essence politique d'un film et du coup au détriment de tout le reste qui pourrait être aussi bien que possible, ou est-ce que parfois tu peux t'autoriser Ouais. à détacher les deux et... Pour moi, dans l'art, tu peux toujours faire du cas par cas. Après, il faut juste pas dire que genre c'est pas politique, parce que à mon avis, ça le sera Oui. jamais, tu vois. Oui, Mais t'as le droit de faire du cas par cas et de dire, et de le développer comme nous on vient de le faire là, tu vois. Genre, on sait que politiquement c'est de la merde, et c'est pas une raison pour détester un film. On peut aimer un film même si politiquement. Après, il y a des films qui sont à caractère politique et d'autres non. Ouais, Genre, mais par un film qui a exemple, pas de caractère politique. genre, ça- je sais pas, mais Vaiana, par exemple, ce n'est pas spécialement un caractère politique. Tu vois. Alors- Enfin, c'est pas le. Alors que l'idée qu'il l'histoire a. de Suleiman, c'est Voilà. son essence, elle est politique. Oui. Ouais, mais au final, Y le a pas film que peut ça être non politique plus, en tu vois. lui-même. Déjà, un film de Disney, c'est forcément déjà politique à sa sortie. Du Ah fait oui, que ce oui, soit non, ça, Disney, je suis tu vois. d'accord. Mais. D'ailleurs, j'ai regardé Monstre Compagnie 2 récemment, et je me suis rendu compte que le film était hyper problématique sur le plan spécifique de la méritocratie. Mais Pourquoi je pourrais en parler plus en détail. Là, Tu je feras une laisse carte un, blanche, je laisse un cliffhanger. Je Oui. pourrais faire une carte blanche. En plus, j'ai commencé Tu à peux en parler écrire un maintenant si tu article. Non, mais en fait, c'est hyper drôle parce que vous savez, il y a Bob Razowski, Oui, le petit bien. bonhomme vert. En fait, il est dépeint comme celui qui est très défavorisé, mais qui fait tout pour s'en sortir, et il est ultra valorisé. Et c'est un peu genre quand on veut, on peut. Et de l'autre côté, il y a Sullivan, qui est un fils d'eux, genre c'est un Nepo baby. Et en fait, il arrive pas à performer parce qu'il a trop la pression de son nom. Et en fait, sur tout le film, on met exactement leur souffrance sur le même plan. En mode, oh le pauvre Nepo baby trop défavorisé, il galère dans la vie parce qu'il a trop de pression. Et le mec ultra défavorisé de base qui fait tout pour s'en sortir, mais qui est discriminé, mais qui s'en sort pas. Et on fait comme si ils avaient exactement le même niveau de souffrance et Ah, comme putain. si. Bah, leur je vois pas le souffrance problème. était Je vois pas le problème. Je l'ai même pas vu ce film, je crois. Je sais pas si. C'est Monster Academy. Oui, c'est Moi, le 2, Academy, ça. je crois que j'ai jamais vu moi. Moi, j'ai vu. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est Academy, ok, je crois. que je- Néanmoins, le film est très rigolo. Enfin, moi, ça m'a plu. Mais j'étais en mode, C'est ah putain, la Pixar. propagande C'est Disney, Pixar, ouais, genre c'est Pixar. méritocratique, elle était un peu insane, genre. Et à la Ouais, fin pareil. du film, en fait, bah, Razowski, il se fait discriminer constamment pour ses désavantages, genre, entre guillemets, considérés comme naturels, genre. Alors que c'est bien évidemment considéré comme des désavantages dans un cadre social précis, etc. Et il se fait Sullivan. constamment discriminer, mais en fait, il persiste. Et en fait, on met vachement en valeur le fait qu'il persiste malgré le fait qu'il soit discriminé. Et c'est vraiment ce truc de non, mais si vous êtes discriminé, en vrai, si vous faites des efforts, ça va. Et genre, Putain, il ça finit, c'est dingue. et il finit par réussir à atteindre son but alors qu'il se fait virer de l'université, etc. Plus ou moins pour Ah discrimination, oui. pas que pour ça, mais. Et il finit à réussir en passant par des fonctions. Genre, il est au courrier, etc. alors qu'il voulait être une terreur. Je sais pas si vous avez le plot de Monstres et compagnie, mais grosso modo, terreur, c'est. J'allais dire cadre d'entreprise, vraiment. Le rêve, Le capitalisme a ruiné mon cerveau. En gros, c'est un poste prestigieux, il arrive pas à l'atteindre et du coup, il passe par des petits postes comme ça. Et c'est vraiment genre, mais avec de la patience et de l'acharnement, vous pouvez vraiment ouais. arriver là où vous voulez arriver. Et j'étais Je en suis mode. désolé waouh. si vous êtes fan de Monstres et compagnie. En vrai, c'est terrible. En vrai, mais c'est très intéressant. Ça m'a ruiné. J'avoue, imagine, t'es méga fan de Monster et compagnie et le 2, c'est ça. Oh la claque que tu prends à la tronche, quoi. Putain, je m'attendais pas à Monstres et compagnie 2, méritocrate. Donc je vais passer à mathématiques à moi. Donc moi ce que j'ai choisi c'est les débuts donc, de ma fascination pour les salles de cinéma mais en tant que lieu. Donc on a tous un peu une cinéphilie différente. Moi je connais des gens qui vont beaucoup au cinéma, qui regardent pas grand chose quand ils sont chez eux, et puis il y a d'autres qui vont regarder presque un film par jour depuis leur canapé, mais qui vont au cinéma, je sais pas, une dizaine de fois par an et tout est ok. Tu vois. Mais moi du coup depuis quelques années, j'ai vraiment une fascination pour la salle. J'y vais plusieurs fois par semaine. Dès que j'ai un trou dans mon emploi du temps, je vais à la salle de cinéma. Tous les midis je vais à la salle de cinéma presque. Et il faut savoir que moi j'habite à 1h30 de toute salle parisienne, du coup comme je l'ai dit, et que chez moi donc il n'y a pas de ciné à moins de 25 minutes de voiture. Et malgré ça, je suis tout le temps le soir aux événements ciné à Paris, même un peu trop parce que du coup je dors pas beaucoup. Et justement, en fait, les débuts de cette fascination, à mon avis, ça vient de deux films en particulier, mais aussi donc d'une raison, c'est que moi je suis tombé amoureux du ciné donc, pendant le Covid. Donc avant ça, j'avais vu peut-être les films de super-héros et Avatar dans ma vie, mais c'est vraiment pendant le Covid, donc je deviens fou et que du coup pendant le Covid, les salles étaient fermées. Et donc j'ai attendu des mois avant l'ouverture des salles, et donc ça a fait un peu l'effet de quand tu retiens ton paix. Merde, j'ai écrit un truc sur les paix alors j'ai dit qu'on parlerait pas de paix. Bref, ça a fait un peu du coup l'effet de quand tu retiens ton paix trop fort. C'est tellement Floodcast. J'ai pas jamais écouté, mais c'est ça, non? Non, Dès parce que le Floodcast, c'est Non, c'est- naturel. Là, il a écrit. Oui, c'est Ah vrai. oui. C'est des vrais paix dans le podcast, non? Oui, Il y en a il aussi. y en a. Du coup, dès que le tunnel Covid se rouvrira, j'ai tout envoyé. Bon, c'était 85, quoi. Allez, c'était 85, voilà. Et j'ai pris j'en parle même pas d'été 85. Ah ouais Et j'ai pris très vite donc l'habitude d'aller au cinéma plusieurs fois par semaine. Et très vite donc j'ai pris l'abonnement et j'essaie limité, ce qui m'a permis d'aller voir plein de films. Et donc on arrive à ma découverte de Stanley Kubrick. Parce que, donc, dans les films que je voulais voir, dans le tout début, j'avais une liste de films à voir. Et il y avait donc 2001, l'Odyssée de l'espace, parce qu'il est dans toutes les listes quand tu cherches sur internet. Donc film de 2h30 dans l'espace. Moi sachant que j'aime ni les films de l'espace ni les films de 2h30 à l'époque, donc je voulais vraiment pas le voir, je le remettais à plus tard. Jusqu'au jour où du coup il passe au cinéma à l'UGC. Donc je suis allé vérifier les dates. L'ouverture des salles, la première fois que j'ai vu un film en salle après le Covid, c'était donc le 14 juillet pour été 85, comme tu le disais.
Et j'ai retrouvé un tweet de moi qui parle de 2001 en août 2020. Donc ça veut dire qu'il y a eu max 3 semaines entre l'ouverture des salles et quand je vais voir 2001 l'Odyssée de l'espace au cinéma. Et donc là, je prends une baffe de zinzin, je me rappelle encore de la séance. Je crois même pas en fait que j'ai aimé le film, mais l'expérience était tellement dingue que quand je suis ressorti, j'étais un peu perdu. Je sais que je suis allé m'acheter un paquet de gâteaux à Saint-Lazare et que je l'ai mangé vraiment, genre même pas devant le train, mais genre vraiment dans la gare, il y a des escaliers à Saint-Lazare à l'entrée. Le gars est stunt, genre. Mec, je te jure, en fait, j'arrivais pas à comprendre. Je sais que j'ai regardé genre des vidéos, j'ai des articles, genre tout de suite, j'étais même pas encore rentré, alors que j'avais 1h30 pour rentrer, tu vois. Moi, ça m'a fait le même effet en vrai. Je pense que c'est une de mes meilleures expériences. Moi, Ouais, je je suis d'accord, la considère pareil. comme une des meilleures. En fait, et c'est ça en fait qui m'a fait comprendre que la salle de cinéma, du coup, ça change tout. Parce que genre, je suis pas stupide à l'époque et je sais que si j'avais vu le film sur mon PC à l'époque, j'aurais pas Catastrophe. du tout vécu ce que j'ai vécu à ce moment-là. 2001 sur un PC, c'est le flop assuré. C'est en tellement vrai, fait un du gâchis. des Genre. rares films où vraiment, moi, je trouve qu'il faut vraiment mettre un veto. C'est Ouais. absolument impossible de voir Ouais, ce je suis film. entièrement d'accord. Donc je suis trop content qu'au bout d'un mois, tu vois, j'ai eu la chance. En fait, je pense que j'ai eu la chance de pas vouloir le voir. Parce que sinon, j'aurais sûrement vu avant tellement il est haut dans les listes. Et là, le fait du coup qu'il soit passé au cinéma, je suis allé voir, est vraiment claque de fou. Et vraiment, je comprends tout de suite que faut que j'aille voir les films en salle. Et surtout les films de Stanley Kubrick, je me dis, il y en a aucun que je vais pas voir en salle. Genre, je vais absolument tous les voir en salle. Et donc, au point que maintenant, j'ai un peu la FOMO quand il y a des anciens films qui passent en salle. Si je me dis, si je vais pas le voir en salle et que du coup, je me le rattrape un jour chez moi et que j'aime pas, je vais être dégoûté. Et par exemple, The Shining, c'est un film que j'aime pas du tout parce que je l'ai pas vu en salle. Et je sais pas si je l'avais vu en salle, je l'aurais aimé. Je l'ai quand même, j'avais un setup de fou, j'avais mis ma télé, j'avais pas de télé, mais j'allais chercher une télé juste pour le mettre, c'était Halloween 31, j'ai fermé vraiment tous les stores, je me suis mis dans la chambre, je me suis dit, je vais me régaler devant chez The Shining. Bref, on passe. Donc c'est la première expérience qui m'a vraiment fait comprendre l'impact de la salle de cinéma. La deuxième expérience qui a joué, c'était 1 an plus tard. Donc là, j'avais déjà pris l'habitude d'aller souvent au cinéma des Halles, parce que donc, c'est un cinéma qui passe tous les petits films, en fait tous les films qui sortent, ils sortent au moins aux Halles. Et du coup, vu que j'allais vraiment beaucoup au C'est cinéma, le plus grand cinéma du monde, je crois. d'Europe, je crois. Il y a écrit du peut-être monde du monde. quand tu descends les escaliers. Je crois que c'est l'actualité, je crois que c'est le plus fréquenté du monde et que c'est le plus grand d'Europe. Ok. Un truc comme ça. Et donc en bref, en gros, moi vu que j'allais voir vraiment des films tout le temps, en fait, le haut de l'affiche, je les avais déjà vus, des fois même en avant-première, etc. Donc j'allais souvent voir en fait les petits films que personne au final a vu. Donc c'est là où j'ai découvert les films que j'aime beaucoup comme Summertime ou The Beta Test, mais qu'en général personne connaît. Et ce jour-là, en fait, il y a une affiche avec la France en forme d'orange. Je sais pas de quoi ça va parler. Donc je rentre dans la salle, comme d'habitude, et 30-40 minutes de comédie française, franchement pour le coup marrante. Genre je me tape vraiment des barres, je me dis putain, humour un peu pinçant et tout, c'est pas mal. Et d'un coup, ça part complètement en couille. Il y a une scène au milieu du film qui est inoubliable pour moi, et je comprends que le film va prendre une autre tournure. Et sachant que j'avais peut-être vu 2-3 films bizarres, c'est les films de Gaspard Noé, quoi, max, genre le moment où ça switch d'ambiance dans le film, en fait, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, je pète un plomb. Et genre, là, je vis une expérience cinématographique que j'ai jamais revécue depuis. Je suis un peu excité et tout. Quand j'en sors, vraiment, limite, je sautille tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je viens de vivre, tu vois? Et donc, ça, en fait, c'est un truc qui m'a appris que des fois, il faut juste aller au cinéma sans rien savoir. Et c'est hyper dur en vrai, surtout nous maintenant. On est du coup sur les réseaux, on parle de cinéma tout le temps. En général, quand un film sort, on est au courant des mois à l'avance, on a vu l'affiche, on sait un peu qui est le mec, etc. Là, pour le coup, mais vraiment, j'avais que Twitter à l'époque, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et c'est pour ça que j'ai autant pris une barre. Ça se trouve, si on m'avait prévenu, j'aurais pas aimé le film, comme plein de gens d'ailleurs qui n'ont pas aimé ce film. Ouais. Même si vous, je sais que vous l'avez vu. et que Tu vous me l'aimez l'as, beaucoup. tu l'as name drop Je ou l'ai pas pas name drop, Ah. c'est peut-être que du coup vous avez reconnu, c'est Orange Sanguine. J'ai oublié le mec qui l'a fait. Quel film de fou. Je ne l'ai pas vu. Ah, je sais Et pas. c'est dommage parce que du coup maintenant tu pourras jamais C'est revivre. le même mec que les pistolets en plastique. c'est. Surtout que j'adore parce que du coup c'est un mec quand même qui a une troupe de C'est théâtre. Guillaume Meurice. C'est ce mec, c'est Meurice. Oui, c'est vraiment Meurice. Jean-Pierre Meurice, non. Ah oui, c'est Meurice ça. qui est. Mais c'est C'est vraiment Meurice. quelque chose Oui, Meurice. je hein. sais. Jean-Christophe Meurice. Jean-Christophe Meurice. c'est fou. Ce n'est pas Guillaume Meurice du coup. Qui du coup, mais presque, mais du Presque. coup qui a commencé donc au théâtre avec sa troupe Les Chiens de Navarre et qui du coup qui faisait déjà des pièces fous, mais moi j'avais pas au théâtre donc je connaissais pas du tout Les Chiens de Navarre. Ah, j'aimerais bien voir ce qu'il fait au théâtre. Il fait encore du théâtre? Et il y a moyen qu'il en fasse encore. Ouais. En fait les acteurs des films c'est des acteurs de théâtre. Genre c'est lui qui a fait une pièce qui s'appelle La peste c'est Camus et la grippe espagnole. Tu vois, genre des titres, mec. Oh là là là. C'est, là tu vois, là. déjà si tu m'avais juste Ouais, dit ça, c'est génial j'aurais comme été- titre. je la trouve folle. tu vois. J'aime bien, moi. Donc il fait des pièces de fou, mais je connaissais évidemment pas parce que j'allais jamais au théâtre. Et donc vraiment je découvre ça, mais je suis vierge totale. Et du coup maintenant, genre ça m'arrive, en fait je veux retrouver un peu ce sentiment-là. Donc ça m'arrive d'aller voir des films vraiment au hasard comme ça au cinéma. J'ai jamais revécu ce que j'ai vécu avec Orange Sanguine. Mais j'espère que ça m'arrivera un jour. Donc j'ai appris comme ça à faire un peu confiance aux salles, quoi. Parce que je me dis en fait quand un film passe, ça peut être vraiment l'expérience d'une vie, quoi. Moi, je sais que quand j'ai découvert Orange Sanguine, j'étais content d'avoir quelqu'un avec qui en parler. Et toi, t'as dû souffrir de malade. Parce que moi, il y a souvent ces moments où je finis un film avant de vous connaître, parce que vous avez vu plein de films,
mais dans mes potes qui en regardaient pas trop, quand je finissais un film de dingue, c'était horrible. Et je disais à mes potes, mais les gars, je vous en supplie, regardez-le, genre demain soir, quoi, j'ai besoin d'en parler. Du coup, Orange Sanguine, franchement, j'aurais souffert. Parce que là, c'est vraiment le truc où j'avais tellement envie d'en Moi, parler. en fait, je suivais à l'époque un podcast que je n'aimerais pas, mais qui du coup faisait des podcasts toutes les semaines sur les sorties de la semaine. Donc, il parlait de tous les films qui sortaient. Donc, ils ont parlé en fait à 4 sur ce film-là. Et il y avait genre des femmes qui détestaient le film et 2 hommes qui ont adoré le film. Et du coup, c'était un des meilleurs débats de ce podcast, tu vois. Et surtout que moi, du coup, vu que j'avais vraiment vécu un truc de fou, genre c'est un des meilleurs podcasts que j'ai écouté. Et je suis content d'avoir eu ça parce que c'est vrai que si j'avais vraiment rien, ça aurait été trop bizarre. Mais du coup, ensuite, j'ai fait grave la propagande sur Twitter. Ça fait des années maintenant que je conseille. Je pense que vous l'avez vu grâce à moi. Oui. Je le propagande de fou le film. Parce que j'ai envie que les gens le C'est voient, et dingue j'ai envie que d'en parler et j'ai envie de faire vivre l'expérience que j'ai vécue aux gens. En fait. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur film pour lequel aller comme ça en impro tout seul. Enfin là, vraiment. Et après, comme j'ai dit, j'allais voir quand même pas mal de films. Donc en vrai, c'est pas genre j'ai eu la chance de le voir celui-là. En vrai, j'allais souvent, tu vois. Mais pour le coup, moi, ça fait 4 ans et. En tout cas, c'est un film j'ai sacrément pas revécu dégueulasse. ça, tu vois. Oui. Ah ouais. Mais surtout que, comme tu l'as dit, genre, le film, quand tu sais pas de quoi ça parle, te met sur des rails qui sont quand même toutes tracées, même si c'est un petit peu. C'est vrai que c'est une comédie française, mais grinçante dans le ton dès le début. Donc ça pique ta curiosité, tu te dis ah putain ok c'est pas mal, j'aime bien et tout. Et là c'est vrai que le switch politique et tout, donc moi je me dis c'est ça, c'est bien. putain c'est les pas mal scènes et tout. C'est pas fin du tout les gars. L'autre moitié n'est pas fin. Oui. Et dans cette première moitié là, donc t'as notamment des scènes genre famille bourgeoise de droite qui font des repas de famille. Et moi, donc à savoir que je suis en plein milieu d'une famille bien de droite bourgeoise, et vraiment les dialogues de ce film, c'était tellement, je me reconnaissais tellement dans moi à mes repas de famille à Noël ou quoi, et ça parle du boulot et tout, et ça te donne du crédit que en fonction de à quel point t'es haut gradé dans une entreprise et tout. Vraiment c'était tellement criant de vérité, je sais pas à quel point. C'est terrible parce que du coup ça veut dire que tu t'identifies de plus en plus au film, et puis d'un coup il se passe et là, ça, et là au moment où t'es déjà dans le film et du coup. Et le switch, c'est vrai que c'est fou. Franchement, Emmanuel, regarde-le, absolument. Tu vas le détester, je pense. Ah non, je pense pas. Je pense, ouais. Je pense que je l'ai bien aimé, moi. Ah ouais. Je pense que tu peux kiffer. Moi, les pistolets en plastique, j'ai l'impression d'être seul, mais j'avais adoré. Ok. Ah, moi j'ai beaucoup aimé moi. Moi j'ai bien aimé aussi. Mais genre les pistolets en plastique est tellement pas au niveau de folie Ouais. qui était Orange Sanguine. Orange Sanguine vraiment il a tout envoyé. Je pense qu'il s'est dit moi je fais du théâtre, je vais faire un film dans ma vie, on va jamais me redonner de l'argent, j'envoie tout. Et je pense que il a eu la chance qu'on lui repropose un deuxième. Du coup il a maintenant à mon avis il va être peut-être un peu plus chill. Tu vois. Mais Orange Sanguine ça se voit qu'il a vraiment il s'est dit mais je les emmerde tous et je vais faire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi là, en mode connerie, mais n'importe quoi en mode je n'ai pas peur des limites. Tu vois. Je suis un peu deg que vous ayez cet avis sur les pistolets en plastique du côté plus soft, parce que du coup moi je l'ai pas vu. Et vraiment l'affiche des pistolets en plastique, le fait que t'aies la gueule de Xavier Dupont de Ligonnès comme ça, en ayant vu les Orange Sanguine et en voyant cette affiche là, je me suis dit ça va être ça va être incroyablement poussé. Moi c'était ma hype de Cannes, parce que du coup à Cannes on avait juste l'affiche avec Xavier Dupont de Ligonnès. Moi je sais que c'est les mecs qui ont fait Orange Sanguine que j'ai déjà vu 2 fois. Incroyable. Et je me dis ça va être une folie totale. En plus dans la salle il fait ouais alors je vous préviens il y a Xavier Dupont de Ligonnès dans la salle, le mec qui fait des petites vannes et tout. Je me dis il est confiant de son film, tu vois. Mais en vrai c'était très bien, mais bon j'ai pas repris le même choc que j'ai pris devant Orange Sanguine et je pense que je le prendrai jamais, tu vois. Bah forcément déjà tu places les attentes plus haut. Évidemment. Tu vois, tu t'attends à des loufoqueries de PZ et tout, et là effectivement c'est un peu en dessous, c'est très décevant vite. Et même si c'est au même niveau, du coup vu que je m'y attends ça sera jamais aussi. Ouais c'est l'expérience qui était folle, et c'est pour ça que je parle vraiment d'expérience au cinéma. Même pour 2001 comme j'ai dit, c'est pas au début je le mettais dans mes films préférés parce que je pensais que j'avais adoré. Maintenant quand j'y repense je suis même pas sûr d'avoir tant adoré le film que ça, tu vois. Je pense que c'était vraiment l'expérience en elle-même qui était folle, et c'est pour ça que maintenant je vais au cinéma tout le temps, contrairement à Tim. Ouais, pourquoi pas, une petite cartouche de. C'est quoi votre rapport un peu du coup à la salle, genre en tant que lieu? Moi j'y vais 3-4 fois par semaine, je crois en ce moment. Ah ouais. Oh putain. Bravo. Mais après le truc c'est que je fais pas assez Légende par contre. Tu fais quoi? Ah là là, putain. Mec, ça c'est coupé. Il m'a eu. Non mais par exemple, est-ce que genre il y a des films, parce que moi c'est le cas, il y a des films que je ne reverrai jamais chez moi, je suis persuadé que j'attendrai de les voir en salle. Oui. Sinon ça n'arrivera jamais. Oui. Moi, il y a des gens en vrai qui s'en foutent de ça. Moi j'ai vachement ce problème, c'est hyper chiant parce que du coup genre j'ai une quantité de films en watchlist qui ne bougeront jamais. Parce que j'attends trop de les voir au cinéma, et j'ai comme toi le truc de la FOMO de fou, et c'est vrai que l'expérience 2001 a probablement beaucoup joué là-dedans, et je pense qu'il doit y avoir des trucs, des films de Coris Maki aussi, pareil, que j'ai vu pratiquement tous à la Cinémathèque, ou au Nouvel Odéon je crois que c'était ça, on s'en fout complètement, mais effectivement je me dis, si je les avais vus sur ordinateur, les films m'auraient pas du tout frappé comme ils m'ont frappé en salle, donc... Moi je sais que j'ai le seum, Gaspard Noé c'est un de mes réalisateurs préférés, je sais que j'ai le seum d'avoir découvert, du coup en fait j'ai découvert plus tôt qu'avant 2001 les films de Gaspard Noé, et de pas les avoir vus en salle. Je pense que si j'avais découvert les films en salle, j'aurais
encore plus aimé ce mec, tu vois, que j'aime déjà énormément. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça que le contexte, ça joue énormément dans les films. Qu'un film, il n'est pas juste bon, c'est le contexte de visionnage. Je pense que si Ouais. tu vois Love à Cannes en 3D, tu te fais éjecter dessus, pardon pour le spoil, tu vis pas la même expérience que si tu le vois chez toi, comme moi je l'ai vu sur mon PC, sachant que j'avais déjà Bien vu le sûr. début à l'époque de la trend TikTok, quand il y avait une trend TikTok sur le début de Love, et que bref, c'était un. Bah moi Un j'ai carnage, cet tu exemple-là parce que Love du coup moi c'est le premier Gaspard Noé que j'ai vu, je l'ai vu chez moi avec mon ex, c'était ok tu vois. J'ai vu Climax alors qu'on me l'a survendu au maximum à la Filmothèque, j'ai quand même adoré. Ouais. Alors, Ok, bah moi j'ai vu Climax sur une petite télé, j'ai trouvé ça à chier de fou, et je me dis c'est vrai que peut-être que si C'est je l'avais évident. vu En au fait, c'est cinéma... tellement des films d'ambiance et d'expérience que. Ouais. Pour le coup, Climax, j'ai vu chez moi. Et j'ai quand même adoré. Moi Mais aussi. j'ai vu sur un vidéoprojecteur. Donc ça joue quand même un peu. Tu n'es Vidéoprojecteur, tu n'es c'est pas un dans bon notre. entre-deux. C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Mais The c'est Substance aussi. enfin, c'est quand même. Moi, c'est pas la même expérience. ouais, moi le meilleur truc que j'ai vu, enfin un des meilleurs trucs que j'ai vu en salle, ou en tout cas où la salle avait un effet ultra bénéfique, c'est, on en parlait tout à l'heure, Lux Aeterna de Gaspard Noé, où là, C'est génial. le ça. fait de. Donc on était au Max Linder en plus, donc l'écran il est quand même assez big, t'es sur un balcon, donc t'es bien au niveau du milieu de Je l'écran. crois que c'est ma salle préférée. Elle est Ouais. incroyable cette salle, elle est vraiment magnifique. Et du coup, Lux Aeterna, tout le monde l'a vu Oui. Oui. Du coup, à la fin, t'as J'ai vu cette. tous les films. Oui, c'est vrai, excuse-moi, mais la question n'était pas dirigée spécialement vers toi. Donc, à la fin de Lux Aeterna, je sais pas, t'as un truc genre 10 minutes de stromboscope de plus en plus intense. Mmh. Et vraiment, ça, le fait d'être en salle et d'avoir l'énorme écran dans ta gueule qui t'harcèle de couleurs comme ça, de flashs de couleurs. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait justement la masterclass de Gaspard Noé juste après. Et lui, Gaspard Noé, il se revendique comme. Enfin, quand il fait du cinéma, il veut parfois reproduire les effets des psychotropes, des drogues en général, sur ses spectateurs. Et du coup, tu retrouves un peu ça dans tous ces films. Climax, c'est un espèce de trip et de bad trip où tu retrouves beaucoup ça dans ces films. Irréversible, c'est vraiment... t'as la nausée, littéralement, t'as cette mise en scène, la caméra qui tourne dans tous les sens, qui te donne littéralement la nausée par ce qu'elle montre et par la mise en scène. Et Lux Aeterna, moi, il y a vraiment ce truc de... J'ai l'impression d'être défoncé, il est en train de me défoncer là. Genre les flashs de couleurs comme ça, c'est tellement long et c'est tellement sans arrêt. En plus, t'as un bruit strident qui était très fort au cinéma. J'avais l'impression de vivre une espèce de trip quoi. Et lui, il racontait que justement tout se recoupe. Il parlait de 2001 et que cet attrait, le côté trip que peut provoquer le cinéma, la première fois qu'il a eu ce rapport-là, c'était en regardant 2001 et avec une scène où t'avais des espèces de C'est la flash. scène où en Bah, gros ils sont Mais dans la scène l'espace. stroboscopique de Luxaterna, c'est clairement la scène stroboscopique de 2001. Oui, c'est c'est la ça. scène de fond. Et du coup, il racontait que ça l'avait fasciné et qu'il se la mettait en boucle cette scène. Et du coup, ça l'a énormément influencé. En plus, du coup, il est fils d'un artiste argentin. Enfin, du coup, il est forcément grandi dans un univers coloré, psy et tout. Et du coup, je trouve ça trop fort. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être un des meilleurs souvenirs. En tout cas, la salle était le plus bénéfique parce que ça, chez soi, à moins d'avoir une très grande télé et d'être complètement dans le noir, ça n'a pas du tout. Moi qui l'ai vu sur une télé, du coup, j'ai fermé les yeux parce que j'avais peur. Je me suis dit, imagine, je suis, comment on dit Épileptique. Imagine, je suis épileptique Ah. et je fais une crise d'épilepsie, je suis dans ma chambre tout seul. Du coup, j'étais comme ça. En fait, je regardais genre une seconde max et je me bloquais les yeux au cas où je suis épileptique et que je sais pas. Moi, j'étais vraiment genre les yeux écarquillés. Et en plus, je trouvais ça trop bien que. Parce que la salle était pleine, je trouvais ça trop bien de regarder autour de moi et de me dire Ça, là, il j'adore y a ça. genre 150 personnes qui sont en train de se faire harceler de couleurs dans la Moi, gueule. tu sais que des Et fois, on est tous de marbre comme ça. Et je trouvais ça génial. Moi, des fois, je regarde les gens quand il y a des scènes qui me donnent cette envie-là de regarder les gens et de voir un peu leur réaction au truc. Et ça, c'est le truc que je trouve trop cool. Tu vois. Ouais, ouais. Bah, justement, une heure après Lux Aeterna, il y avait la scène de 14 minutes de V. On a Oui. tous dû Quel se regarder, horreur. c'était. Ça, pour le coup, Ouais, pareil, ça- voir ça, les ouais. gens. Voir les gens qui bougeaient à peine devant cette scène-là qui Ouais, est ouais. interminable. Là, vraiment, il y avait ce truc de tellement inconfortable de dézoomer et de se dire, ouais, là, pareil, on est genre des Mais, centaines de personnes qui regardent Tu ça. sais que je me souviens que d'ailleurs, je n'ai pas regardé les gens. Parce que je voulais pas voir Ah, les je gens. capte, Genre en ouais. fait, je voulais pas une réaction, je voulais Ouais. pas la réaction dégoûtée, je voulais pas la réaction en mode Mm. rigolade, je voulais rien. Ouais, J'ai je juste capte. regardé. Il y avait un peu une ambiance de minutes de silence, un peu. Oui, C'est genre, 14. Oui. Genre, du coup, Non mais c'était- genre, non mais 2 minutes de silence, genre un truc où, genre tu sais, t'es pas trop légitime de réagir, tu peux pas trop genre faire oula ou des trucs comme ça, genre t'es juste en mode waouh. Et c'était hyper silencieux, tu vois, il y avait une ambiance très pesante. Macabre. Hein. Ouais, c'était Ah, j'imagine. Moi, c'est pour ça que c'était je d'une puissance. déjà le fait qu'il soit à l'endroit pour moi, c'est une catastrophe. Genre. Ouais. En termes de même de mood, comme vous l'avez dit, genre le fait de le voir dans ce sens-là, ça terrible. ça oui, casse oui. tout. C'est Le hyper fort. truc un peu malin de. Ah oui, De l'original, c'est tu juste vois. horrible, ouais. Et Genre, ça cette rend- scène-là, moi, c'est la seule scène de ma vie, je crois, que j'ai passé, genre. Enfin, qu'en mode, il y a un moment où genre, j'ai commencé à appuyer sur la flèche Ouais. et avancer quelques secondes pour gratter un peu de temps de vie, quoi, parce que c'était. Ah ouais, mais atroce. putain. Et du coup, toi, Emmanuel, ta thématique Mathématiques, c'est tout simplement beaucoup plus scolaire que vous, parce que ça va simplement être l'évolution de ma cinéphilie à travers le temps. Et donc, cette cinéphilie, elle a tout d'abord commencé avec un film qui m'a beaucoup marqué, et qui est encore dans mon top 4 Letterboxd, donc pour vous dire à quel point ça m'a marqué. C'est Édouard en main d'argent. Donc Édouard en main d'argent, c'était ma première porte d'entrée vers la cinéphilie, parce que c'est un film que j'ai vu assez jeune,
mais c'est le moment où j'ai compris un peu que un film, c'était pas juste du divertissement, voilà, de ma petite taille, c'était aussi des idées de mise en scène, une histoire, un propos. Et donc ça m'a vraiment énormément choqué à l'époque. J'avais le DVD, j'avais tout, j'avais même fait un mini costume et tout. Donc là, vraiment, j'étais complètement dingue. Mini costume, tu es modeste. Il était très stylé. Est-ce que mon costume il est mieux que celui d'Emmanuel quand il était petit? Et je n'ai pas vu celui d'Emmanuel quand même. Ah, t'as fait Edouard Main d'Argent? Bien sûr, j'ai Alors, fait par il y a contre, 2 ans par contre. alors j'ai fait il y a 3 ans, tu peux pas me battre. Ah ouais? Ah, ça, je Bah, c'est justement, moi je Elle parlais l'a fait de il y a ça, 2 ans il aussi. était très très bien. Il était Ok, très, très bien. j'avais pas jusqu'à dire que le mien était très très bien. C'est quoi? C'est simple. Si vous nous écoutez sur la publication de l'annonce du podcast sur Instagram, Vas-y. il y aura, si vous swipez, il y aura Yuna en Edouard Main d'Argent, Vas-y. puis Emmanuel en Je Edouard suis Main trop d'Argent. chaud. Et vous Pourrait nous dites. voter. Vous nous dites. Mais tu sais que par On va rapport voir à si cette vous êtes soirée-là, c'était il y a. Non, c'était il y a 2 ans. C'était soirée Halloween à Dublin. Mais qu'on a fait exactement pareil. C'était il y a 2 ans sur Halloween. Oui. Ah ouais, putain. Mais c'était une émission Twitch Halloween. Ah oui, c'est nous, vrai. on bosse, nous, on bosse. Oui, ouais. Bah pas moi. Moi j'étais allé en soirée pub. Enfin non, pas soirée pub. Ça aurait pub, Pib, waouh. c'est bien pire. Soirée genre. Pib. Non, non, Pub. non, il a sa fourche à languet, Oui. comme on dit. Waouh. Petite vanne. Contre Petri, même Ouais. si je peux me permettre. Enfin, je ferai une carte blanche contre Petri. Oh là là. Est-ce que c'est une rêve ça ou Je ne pas? l'invite jamais. Non, 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 c'est juste une blague de C'est juste vieux. un mot rigolo. Ok, oui. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, bon, alors là, je vais parler Pib. de Dices. Oui, Pib. Non, c'était une soirée un peu club, mais genre Erasmus de Dublin, tu vois. Et j'avais pris 6 photos, exactement, avec des gens qui trouvaient que mon costume était trop stylé. Voilà. Waouh. T'es une star. Je pense que tu battras jamais le nombre de gens qui nous ont pris en photo. La fois où avec un groupe de potes on s'est déguisé en Power Rangers ultra cheap. Genre. Oh, J'ai des photos, elles sont Génial. exceptionnelles. Il y aura aussi cette photo. ah sur la oui, publication let's Instagram. go. Dans la rue, les gars. Moi aussi, je veux mon lot de Je, gloire. je n'ai jamais eu autant d'attention dans la rue de ma vie. Genre vraiment c'était incroyable. C'est trop bien. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai commencé tout simplement avec Edouard en main d'argent. Une autre étape dans ma cinéphilie, bah, mine de rien, à notre époque, ça a été les plateformes de streaming. Et le premier film que j'ai vu un peu sur plateforme de streaming, je l'aime pas tant que ça, mais à l'époque, c'était une bonne porte d'entrée vers la cinéphilie, c'était Les Évadés, que j'avais vu sur Netflix. Et du coup, moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que les plateformes de streaming, elles vous ont aidé à vous élargir une culture ciné? Parce que pour ma part, extrêmement. Moi, je peux répondre. Moi, en fait, mes parents ont grandi dans un truc où, genre, en mode les délires d'abonnement et tout, c'est pas utile. Genre, en mode, enfin, ça, tu payes pas. Genre, pour nous, payer genre Spotify, Netflix, c'était insensé, tu vois. Du coup, genre, moi, j'ai toujours grandi avec les sites de streaming. Et à l'époque où déjà je regardais des séries, moi, le premier site de streaming que j'ai eu, c'était pour voir Prison Break, qui est donc aujourd'hui ma série préférée. Et c'est clairement comme ça que j'ai vu la plupart des films. Et je pense que j'ai eu Netflix vraiment, vraiment, vraiment tard. Moi, en fait, ça m'a aidé à regarder des films parce qu'il y avait des films sur la plateforme, mais j'ai jamais, à ma connaissance, je crois, j'ai jamais lancé un film qui m'a été recommandé par une plateforme. Et quand je regardais un film à l'époque, c'était plutôt j'en entendais parler sur internet ou quoi. Et je regardais s'il était sur les plateformes. Si c'était le cas, je le regardais. Et si c'était pas le cas, j'allais sur des plateformes pirates. Mais du coup, je sais pas, ça m'a aidé parce que les films étaient disponibles, mais dans tous les cas, je les aurais vus. Et en vrai, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Moi j'ai une tech de vieille personne sur les sites de streaming. En fait, non mais pas tout ce qui est streaming légal, type Netflix et tout, mais les plateformes de streaming, ça m'a toujours fait peur. J'ai toujours peur d'avoir des virus quand je télécharge les films et du coup je le fais jamais. Moi, j'ai les premiers sites de streaming illégaux sur lesquels j'ai été, j'étais vraiment très jeune. Je pense que j'avais 8 ans, un truc comme ça. Waouh. Ou Ah sur oui, l'ordi de d'accord. mon père, à l'époque, on allait sur GoGo Film. Ça s'appelait GoGo Film. Ok. Et c'était pour moi genre la caverne d'Ali Baba. Et donc là, il y avait tous les films. Et le seul souvenir que j'ai d'un film que j'ai vu sur GoGo Film, c'était Dragon Ball Evolution. C'est un peu triste. Oh waouh. Voilà. Bah, moi, mon plus vieux souvenir de ça, mon père, c'est pareil, il téléchargeait tous les films. Et genre, je lui demandais un film, il le téléchargeait instant et il y avait genre Emule sur le PC. Et je me rappelle quand j'étais petit, je regardais Emule, en fait, tu vois le téléchargement. Tu vois, c'est vrai, il y a une Oui. ligne et je voyais 99. Tu sais, vraiment, j'avais ce truc quand j'étais petit, en mode, ah, ça arrive et tout. Oui. Et il gravait les CD, j'avais plein de CD encore aujourd'hui, des DVD du coup, chez moi de films gravés, j'ai Les Évadés, d'ailleurs, dans ma collection de films gravés, Les Évadés, tu vois. Et moi, je me rappelle d'Astro Boy, je crois que c'est le premier que j'ai vu. Ah putain, Je sais j'ai pas Ah si ouais. vous connaissez ce film, mais Oui, je me rappelle, bien je sûr. faisais Je trop crois voir que j'ai Astro le Boy. visu. Et que je devenais fou, c'est un mec avec des sortes de bottes rouges un des peu. dessins Oui, c'est ça, oui, ok, oui. Et je sais pas pourquoi je me rappelle de ce film, mais. Moi j'avais Cacao Web aussi, avec le Oui. temps. Au bout d'un certain temps. Ça, c'est tu récent, devais- non Papy Streaming, Cacao Web, là c'est Ouais. plutôt, on avait Ça, c'était- 14-15 ans. Ouais, je ça crois. c'était quand je regardais Prison Break. Ah ouais, moi j'étais vraiment 6ème, je crois, Cacao Web. Ça a peut-être commencé un peu tôt. Ouais. Non, Mais je pour crois moi, que j'avais collège, 12 ans, collège, c'est collège. Oui, c'est collège. Ouais. Mais ça, par contre, du coup, il y avait une limite de temps. Et au bout Ouais. d'un certain Ah, ça, temps, c'est tu terrible. devais attendre. C'était Ah trop ouais, Je c'est suis vrai. brisé tellement de fois dans ma vie à cause de C'était ça. C'est tellement vrai. Moi, j'avais un truc qui C'est un s'appelait truc. Streaming for iPhone. Ah Ou Streaming for iDevice. Attends, mais c'était pas un site où il y avait des animés qu'on trouvait nulle part ailleurs, un truc comme Je sais ça? plus, mais en tout cas, c'était vraiment mon site à moi et je le conseillais à tout le monde. Et après, il y avait une plateforme. Ah putain, en vrai, ça date parce que Si, ça me maintenant, dit un truc de maintenant fou. les sites ils sont tellement clean
qu'il y a plus ce truc de. Moi, je trouve justement le côté virus. Moi, je le vois Ouais, plus. je l'ai plus. En fait, Ouais. genre En fait, maintenant, moi, le j'ai plus virus, de peur. le virus venait des pubs. Et le problème, c'est que dès que tu cliquais, t'avais une pub Oui, qui apparaissait, ouais. tu cliquais dessus, t'avais potentiellement le virus. Et là, aujourd'hui, avec les adblocks, Ouais, bah, carrément. moi, je vais sur un site de streaming. Cybersécurité. Et moi, je vais sur un site de streaming, je n'ai plus les pages qui s'affichent, genre parce que j'ai juste adblock, truc à la con, tu fais en 3 clics, t'as adblock, tu vois. Là, vous pouvez pas le savoir parce qu'on a coupé au montage, mais on va avoir une gigantesque discussion sur le porno et comment on est tombé à cause des sites de streaming illégaux sur nos premières vidéos porno à des âges extrêmement précoces. Et Bravo à nous. sur ce, je vous propose de passer à ma chronique. Alors, les amis, je profite de cette première chronique pour répondre tout simplement à une question millénaire. Qu'est-ce qu'un bon film ? Non pas que je pense, moi, détenir la solution, mais parce que je lis actuellement un super livre dont c'est le titre « Qu'est-ce qu'un bon film ?» de Laurent Julier, qui est un critique / théoricien du cinéma / professeur d'études cinématographiques à la fac, dans lequel il explique qu'il ne pense pas que certains films sont meilleurs que d'autres. Voilà, il ne croit pas du tout qu'il soit possible de hiérarchiser les films dans l'absolu, ce qui est donc un gigantesque doigt d'honneur à tous les cinéphiles méprisants qu'on voit beaucoup sur les Tous réseaux. les critiques, tout en fait. Là, il débunk beaucoup là quand même. Et donc, il justifie ça avec plusieurs raisons toutes très intéressantes avec lesquelles je suis assez systématiquement d'accord, mais j'ai choisi de m'attarder sur l'une d'entre elles en particulier, le fait que les individus qui regardent des films ont des paradigmes cinéphiles différents. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire ? Alors, moi, tu m'as appris le mot paradigme il y a genre 2-3 semaines. Et j'ai oublié. Effectivement. Et bah ça tombe bien parce que je vais le redéfinir. Du coup, pour ceux qui savent pas, un paradigme, c'est un ensemble de principes, de théories, de méthodes et de valeurs qui définissent une approche particulière et qui structurent la manière dont on appréhende un domaine ou un objet. Ici donc, les films. Laurent Julier, lui, il en distingue 9 des paradigmes. Je vous en cite 3 pour pas que ce soit trop. Selon lui, il y aurait des gens en fait qui regardent des films pour l'histoire. C'est fort de plot. Un bon film pour eux, c'est donc un film qui a des péripéties engageantes, une fin surprenante ou bien ficelée, etc. Généralement, c'est ces gens-là qui sont assez méprisés par les cinéphiles snobs. Il y aurait aussi les gens qui regardent les films pour trouver de la singularité, de l'authenticité, de l'audace dans la forme, qui cherchent dans les œuvres une espèce d'âme artistique qui serait plus ou moins unique. Ça, c'est plutôt moi. Ouais, Parce que c'est je pense moi que de c'est ouf, hein. c'est toi de ouf. Moi, maintenant, un film, quand il est juste original, déjà, il gagne des points de ouf, genre. Ouais, je capte. En fait, je pense que je regarde tellement de films que du coup, l'originalité fait que tout de suite, ça gagne des points. Ouais, Enfin, je ça comprends. dépend. Moi, quand c'est original et que tu sens que ça tient à cœur à l'auteur, typiquement le film qu'on a vu hier, Ouais. c'est original et en plus tu sens que c'est vraiment quelque chose qui sort du cœur de son auteur et c'est tout de suite c'est communicant de malade. Quoi. Et donc C'est ça, c'est Fantôme Utile qu'on a vu. Oui, Fantôme Utile. De Ratchabun Ratchabun Boom Chachok. Boom Boom Chachoki. Ah, c'est Chachoki, dit, ok. et oui. Ils Pardon. sont forts. Ils sont forts. Mais effectivement, c'est souvent le paradigme qui est un petit peu légitimé. C'est le paradigme des cinéphiles élitistes qui pensent que du coup les œuvres n'ont de valeur un peu que par ce prisme-là, ce prisme de la singularité, de l'originalité, de l'authenticité, etc. Et enfin, troisième paradigme que j'ai trouvé intéressant et dont on a un petit peu parlé, il y aurait des gens qui vont surtout s'intéresser aux propos politiques d'une œuvre. Donc un film est un bon film s'il réussit à dépeindre subtilement et surtout avec exactitude un ou des problèmes sociaux définis. Donc je vous l'ai dit, moi j'ai souvent ces lunettes-là aussi. Et ça se peut. Et tout à fait. Et ça me permet de préciser que Laurent Julier ne pense pas que les individus sont condamnés à un seul paradigme. Pour lui, on a tous la capacité de passer d'un paradigme à l'autre selon le film qu'on regarde, entre autres situations. Et moi, je trouve que ça, c'est intéressant parce que je pense que ça permet de mettre un peu d'ordre dans les débats ultra stériles qu'on voit passer en fucking boucle sur les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, les gens se battent pour justifier la supériorité de leur goût avec des gens qui n'ont ni les mêmes présupposés, ni les mêmes attentes, ni les mêmes référentiels qu'eux, et ça n'a aucun fucking sens. Tu viens de décrire Twitter pour moi là. Oui, Oui. mais Toutes en les vrai... interactions humaines de nos jours. Ouais, pas loin, pas Je loin. pars, Je hein. hais ce siècle. Quel boomer celui-là. Donc ça ne veut évidemment pas dire qu'on ne peut pas critiquer quoi que ce soit. Préservons la critique à tout prix. La critique est précieuse, mais moi je pense qu'on gagnerait sérieusement à préciser un peu d'où l'on parle quand on donne un avis sur un film. Déjà parce que ça permettrait d'avoir des conversations qui ont du sens. Et quand on comprend et qu'on embrasse la pluralité des points de vue, au lieu d'essayer d'imposer la supériorité du sien sur les autres, on en sort nécessairement plus intelligent, plus beau et plus fort. Plus beau, je sais pas, mais. Bah si. Moi je suis frais gros. Mais en plus, c'est marrant parce que du coup, ça veut dire que t'as vu ce film et je t'ai vu débattre de ça sur Twitter, genre hier, je crois, ou Tout à avant-hier, fait. avec des mecs qui, oui, en fait, c'était genre. Vraiment, j'ai vu ton tweet, j'ai dit putain, elle est forte, tu vois. Genre, le mec, vraiment, il se contredisait en fait lui-même. Il Et se je contredit me serais lui-même, ouais. jamais dit qu'il se contredisait lui-même si tu l'avais pas cité en disant, mais mec, ce que tu es en train de raconter là, c'est. Mais ça me régale. Mais en fait, Ça me en fait, régale. non mais parce que le film, qu'est-ce qu'un bon film là, de Laurent Julier? Le livre. Le livre, tout à fait. Je le lis parce que justement j'étais en train d'essayer de construire un peu correctement ma pensée sur cette non-hiérarchisation, enfin sur l'insensé en fait de la hiérarchisation des films. Et j'arrivais pas trop à mettre de l'ordre dans mes idées. Et en fait le mec est arrivé avec un livre de 250 pages qui fait littéralement ce travail à ma place et j'étais en mode oh merci. Genre Magique. ça éclaire tout, tu sais. C'est genre un peu quand t'as des bouts d'idées par-ci par-là et que t'arrives pas trop à les lier entre elles et tout. Le livre fait exactement ce travail. Et il est hyper intéressant parce qu'il... Enfin en fait son objectif c'est même pas de prouver
que nécessairement tout est subjectif, genre que l'appréciation d'une œuvre est subjective, mais c'est ce qu'il fait. C'est en fait, lui il donne son point de vue, il dit moi je perçois les choses comme ça, et je pense que ça parce que ça. Il n'a pas la vocation de dire l'approche des critiques d'aujourd'hui c'est à chier, etc. Il n'est pas du tout vindicatif ou quoi, juste il explique son raisonnement, et t'es en mode bah oui, c'est exactement comme ça que ça fonctionne, et merci. Et du coup c'est extrêmement intéressant, et je vous encourage à lire le livre si jamais. Bravo. 150 pages, je le lis pas parce que moi, plus de 100 pages, je lis pas. Mais je suis content que tu me les résumes. Et bah je ferai une vidéo YouTube dessus. Génial. Ça, c'est vraiment la façon dont je consomme le contenu. Ah oui. Savoir que j'ai une connaissance littéraire potable parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts qui résument en 5 minutes les œuvres. Voilà. C'est un peu comme si genre, je connaissais les films parce que j'écoutais tous les résumés de films. Un peu comme Étoile, genre qui lit les pages Wikipédia. Oui, exactement. Moi, je Ouais, suis ok. Étoile. Mais c'est un peu. C'est pas éthique en vrai ça. En vrai, c'est horrible. Non, en vrai, je pense que ça te pose des points de référence, tu vois. Genre, au moins, tu sais ce que sont ces œuvres-là, tu sais de quoi elles parlent, et peut-être qu'un jour tu seras amené à les lire, tu vois. Alors que si t'as pas ce point de En vrai, je le référence-là. fais surtout pour un mec. jamais Par tu- exemple, ça fait 2 jours que vraiment je dis peau de chagrin à Tim parce qu'il a pas lu et je sais pas, j'ai jamais lu ce livre. Ah ouais. J'ai écouté le résumé en 5 minutes Ah sur le ouais. podcast, C'est le génial, meilleur la peau de résumé. chagrin. ça Mais fait. du coup, je me suis renseigné dans mon coin parce que je Tu voulais vois, pas comme dire quoi, que en vrai, tu ça m'avais appris quelque chose, mais je me suis renseigné et c'était intéressant. Bah, tu devrais Peau de écouter le chagrin podcast. parce que du coup, c'est genre. J'ai complètement oublié. C'était il y a C'est longtemps. sa peau, elle rétrécit. Oui. C'est pas sa peau, c'est une peau. Bah, c'est il sa peau à l'achète. lui. En fait, il la trouve Oui, dans mais un c'est pas genre antiquaire. sa peau de son corps. Ah non, non, Ah oui, oui. il la trouve chez un antiquaire et c'est un objet un peu mystique et il lui demande des choses que la peau exauce, ce que la peau se rétrécit petit à petit. Et c'est pour montrer l'avidité du désir en gros. Oui. Toi aussi, t'avais écouté le podcast Pas du tout, j'ai lu le livre. C'est pas possible. Putain. Ok. L'un a vu tous les films, l'autre a lu tous les livres. Waouh Ouah, Ça sera l'intro, ça sera l'intro. On passe à la rubrique suivante. Donc, moi, comme je l'ai dit, je vais souvent au cinéma, donc je voulais quand même qu'on ait une rubrique où on parle des films qui sont au cinéma en ce moment. Donc, on va chacun vous parler d'un film que le cinéma en ce moment, pas forcément pour le conseiller, mais juste pour en parler, parce que peut-être ça apporte un débat utile. Qui veut commencer? Moi je Pas peux conseil. commencer si vous voulez. Allez. Je vais vous parler d'un film que je pense qu'on a tous vu, mais je suis pas sûr pour Lisa. C'est un film que moi j'ai pas entièrement apprécié, mais c'est la première fois du coup en 2025 que j'ai apprécié mon expérience au cinéma, parce que pour le coup je l'ai vécu de A à Z. C'est Alpha de Julia Ducournau. si j'ai vu. Ok, tu l'as vu. Je Bon, on l'ai l'a vu à tous Cannes. vu alors. Vous l'avez pas vu Ah à bah Cannes, non? Ah bah on l'a vu à côté. Moi, je l'ai vu à Cannes. Moi, j'étais pas à côté de toi. Non. Vous étiez de l'autre côté avec Milton. Ah oui, Oui. ok, oui, on était trop mal placés. putain. Oui, on était dans Ok, le ouais. cul de la salle. Oui. Oui. Mais en Je fait, crois que j'étais pareil, mais dans l'autre sens. Non, Oui. t'étais mieux. Non, je crois bien que t'étais T'étais de l'autre côté. Plus en avant quand même. Ah ouais. mais attends, du coup, en fait, c'est moi qui ai eu la meilleure expérience de ciné en fait. Oui. Alors, nous, il y avait quand même Julia Ducournau, Tahar Rahim, Golshifteh Farahani. Ouais, mais bon, on va pas faire Oui, mais semblant, on les ça, voyait s'en pas. fout. hein. Alors, moi, c'était le moment de ma vie, genre. Ah ouais? Mais Tahar Rahim et mon père. Il le sait pas Quatre. encore. mais Bah c'est après il y a eu des conditions de merde parce que pendant la séance il y a eu un malaise et il y a C'est toute vrai. une scène qui a été éclipsée parce que c'était le bordel. Oh, c'est vrai, c'était hyper stressant. Moi j'ai Ouais. détesté ce moment. Ah oui, Moi, j'ai cru au c'était premier hyper degré que stressant, c'était une attaque au couteau parce que, Oui, oui, en oui. fait, j'ai déjà vu des Ça malaises en salle. hurlait. Oui. Quand il y a un malaise en salle, les gens crient malaise et puis il y a 2-3 personnes Ouais. qui se lèvent et qui la ramènent, etc. Là, c'est en mode tout le monde commence à se lever, à crier, à dire Ouais, à partir. arrêtez le film, Oui. arrêtez le film. Et tout, Ouais. genre en mode il y a une Oh. attaque. Et en fait moi c'est C'est vrai. quand j'ai vu des gens qui commençaient à partir, je me suis dit ok donc là c'est pas un problème de Ouais. c'est pas quelqu'un qui a un problème, Ouais, c'est qu'il se passe quelque chose de violent. genre. ouais, genre il y a un truc dangereux. Genre. Et vraiment c'était Ah ouais. horrible parce que je me suis dit peut-être que c'est rien, du coup j'ai essayé de suivre la scène. En plus, la scène en question, c'était la scène du repas Ah oui. La scène du film, c'était la scène du repas, qui est de base un peu bordélique parce que c'est une cacophonie de tout le monde qui parle en même temps. Et en plus, mais du coup on y reviendra peut-être, je sais pas, le sound design du film, je le trouve horrible. Enfin, je ne comprenais pas ce que les gens disaient. Il y avait des voix qui étaient beaucoup plus fortes que d'autres. Et du coup, c'était vraiment ce moment-là, c'était un enfer. Mais du coup, les conditions pour le coup étaient catastrophiques, même si on l'a vu à Mais Cannes. moi, pour en revenir à ce que disait Emmanuel, je pense que c'est pas ça qui a fait que j'ai pas aimé le film parce qu'en vrai, Oui, c'est- oui, à ce moment-là, j'avais déjà décidé que le film était pas bon. Enfin, je voyais déjà plein de défauts au film en fait. Donc à ce moment-là, je savais que Mais en vrai, c'était c'est dommage parce que pour le coup, pour l'avoir vécu en salle, moi j'étais vraiment au milieu dans ma salle, pas vraiment très bondé et tout. La scène du coup de. C'était quoi? C'était un dîner? Ouais, la scène du dîner, c'est la meilleure à mon sens. Parce qu'en gros, Ah ouais. c'est un film de. Pour vous résumer Alpha, sans vous donner de spoil, c'est un film un peu sur le fantôme et sur la thématique du sida. Moi, c'est les deux seuls éléments que je savais sur le film, j'avais pas du tout voulu me faire spoil ou quoi. Et donc, c'était les deux seuls éléments que j'avais avec moi pour regarder ce film. Et en vrai, c'était super. Parce que même si j'ai pas vraiment aimé le film au final et que je trouve qu'il a beaucoup de défauts, bah en fait, partir avec ces deux éléments-là, ça m'a permis d'avoir un gros bagage pour suivre tout le film. Et cette scène-là du dîner, elle a pris tout un sens parce que non seulement il y a une cacophonie énorme et tout, mais du coup, le personnage de Tahar Rahim, qu'on suit vraiment comme un fantôme presque dans cette scène, bah c'est évident. Dans le sens où il y a un nombre de plans et de chants contre chants qui sont faits où d'un coup on le voit, d'un autre coup on le voit plus et tout. Enfin,
pour le coup, au revisionnage, je pense qu'Alpha, ça va être vraiment très intéressant parce que c'est construit pour être revu aussi, je trouve. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et bon, même s'il y a beaucoup de défauts, et je suis assez d'accord sur le sound design, il y a pas mal de fois où moi aussi ça m'a dérangé qu'il y ait des voix qui soient beaucoup trop fortes et d'autres pas du tout. Et moi, c'est surtout sur le choix des musiques. Dans les films de Julia Ducournau, moi j'ai trop du mal avec ça. Je trouve que c'est vraiment une catastrophe. Genre, par exemple, du coup, à la fin du film, il y a la chanson Let It Happen de Tame Impala qui est utilisée. Un enfer, cette scène. J'avais mes mains sur le siège en mode c'est pas possible, putain, elle a pas fait ça quand même, c'est une catastrophe. C'est vrai. Bon. Moi, je rebondis sur le revisionnage. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout aimé mon visionnage à Cannes. Enfin, j'ai pas du tout aimé le film. Enfin, en fait, je crois que. Mais j'ai eu un peu ça avec Grave, que j'ai pas détesté, mais je crois qu'avec les films de Ducournau, j'ai pas vu Titane. Mon esprit se perd. Genre, j'arrive pas à comprendre si je suis en train de regarder de l'horreur ou du drame. Et. Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Parce que c'est un défaut, ça. Je vais parler d'un film qui est nettement moins intéressant que les films de Ducournau après, mais qui je trouve conjugue deux genres et qui arrive à le faire très bien. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est confusant et juste mon cerveau n'arrive pas à s'arrêter sur un truc. Et je suis en mode de quoi tu me parles, qu'est-ce que je suis censée ressentir, j'arrive pas, j'ai pas de guide. Mais il y a des films qui arrivent à te laisser sans guide et c'est intéressant et t'arrives à projeter des choses, etc. Et moi, avec les films de Ducournau, je bloque. Oui. Et juste, il se passe rien et je suis juste perdue et je suis en mode je comprends pas C'est trop. fou parce que j'ai pas du tout vécu ça. Moi, je Ah pense ouais que c'est enfin, pile l'inverse. moi, dans ce que tu dis, je pense que ah mais non, du coup t'as vu Grave. Ah mais non, mais je suis con. Je pensais Ouais. que t'avais vu Titane et Ah, non, j'ai Alpha. pas vu Titane. Parce que je trouve que Grave, c'est celui qui est le moins bordélique justement dans ce truc de mélange des genres et tout. Je trouve que ça va en vrai. Enfin après, je l'ai vu il y a Même, longtemps. même sur du coup, ce que ça raconte, enfin, moi je trouve que justement c'est très clair. Et le problème, c'est pas que je suis pas guidé, c'est que je vois très bien et je suis pas ok avec ça. Oui, mais moi je suis d'accord avec Pour Elisa Alpha, par rapport à ça, par rapport aux propos. Genre, moi, le propos du film, en fait, je comprends pas où ça menait. Ouais, Genre, j'ai moi non compris plus. du coup, parce qu'on me parlait du sida, même si du coup, j'imagine qu'il fallait le découvrir au fur et à mesure qu'on parlait du sida. Mais j'ai pas trop compris les clés qu'elle venait Bah, de je pense donner, qu'elle elle veut te parler, elle veut te montrer à quel point les gens, tu sais, la peur des gens par rapport à ça, etc. Mais déjà, c'est des thématiques qui sont plus assez actuelles, je trouve, pour que ça soit pertinent, Oui. juste dit comme ça, tu Ouais, vois. je suis d'accord. Genre, tu peux aller beaucoup plus loin parce que c'est quand même des thématiques qui sont Je suis d'accord. au cœur d'aujourd'hui, tu vois, mais pas de cette façon-là. Et je trouve ça, du coup, un peu, pas bébête, mais simplet, tu vois, comme Oui. thématique de faire ça. Et... Ouais, je suis entièrement d'accord. En fait, je trouve que le film arrive à s'enraciner dans rien. Oui, Tu vois. c'est ça. Genre, il arrive pas à s'enraciner dans un thème, il arrive pas à s'enraciner dans un genre, il arrive pas à s'enraciner dans une émotion. Du coup, Et je puis juste même, grosse même sur le confusion. traitement, déjà, donc elle parle que de ça. Et genre, je trouve que le traitement, du coup, des gens qui ont le sida, c'est vraiment, ils sont montrés comme des gens informes et tout. Tu vois le corps de Tahraïm, oui. etc. Tu vois, c'est des visions qui étaient déjà pas ok dans les années 90. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression que t'as pas du tout compris de la Oui, façon il dont faut faut vraiment représenter des gens, pestiférer. C'est vraiment l'inverse de la façon dont il faut représenter. Oui, c'est que des gens des- qui sont irresponsables ou très drogués. Alors Et que- même physiquement, comment ils sont filmés, Oui, c'est oui. littéralement C'est les des monstres, monstres ouais. du film. Ils se métamorphosent et tout, ils font peur aux gens. Ça, je pense que c'est pour montrer que les gens les percevaient comme des monstres, mais ça, c'est pas ça qui me Je sais dérange. pas, parce qu'il y a mais- à la fois les monstres qui C'est pas très changent, clair, en vrai. les gens qui changent, et à la fois Tahraïm qui est juste, vraiment, tu sais, il a perdu 50 kilos pour le rôle. Mm. Tu sais, à chaque fois, il y a sa colonne vertébrale qui bouge et tout, la façon dont Ouais. il se meut, etc. Je sais pas, il y a un Il truc. y a le cliché de l'homosexualité aussi. Oui. Que le sida, c'est pour les homosexuels parce que le prof, Ah etc. oui. Oui, non, c'est vrai que Ça, il y a- c'est un peu terrible là-dessus. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu vieillot, et que C'est un peu même plus, ouais. dans les années 90, ce serait déjà vieillot, ce qui est. Oui, j'ai exactement le même ressenti. Mais néanmoins, quand je pense au film, j'ai que des impressions très fortes. Ah oui, Tu vois. non, mais moi, en termes d'expérience en salle, moi j'étais pris de A à Z. Genre, Enfin, en Ouais. fait, j'ai tout de suite compris que ça me plaisait pas trop et qu'il y avait certains trucs que je trouvais un peu bon. Pas très. Même intelligent, c'est un peu horrible, mais j'ai pas trouvé ça très. Je sais pas comment dire, audacieux, on va dire. Mais par contre, Ouais, je il m'a fallu. Genre, j'ai dû un peu encaisser ma séance. Genre moi, j'ai eu 10-15 minutes après la séance, je suis en waouh. Oui, C'est quand même fort. Mais je trouve ça hyper intéressant, et j'ai failli du coup choisir ce film-là aussi pour parler plutôt de la façon dont il a été reçu à Cannes, c'est-à-dire très Mal. négativement. Oui. Et la façon dont il est reçu là en ce moment en salle, moi je sais pas si vous avez ça aussi, mais genre tout le monde adore Oui, le film. Et du coup, Moi, je je vois pas du tout ça. hein. comprends pas ce qui se passe. Moi, je vois pas du tout Je sais ça. pas, moi Ah, il y a pas mal de gens qui- j'ai vraiment un gros problème avec ce film parce que je l'attendais énormément et j'ai été complètement. Mais je pense que les gens qui le voient aujourd'hui l'attendent énormément, oui. et exactement comme nous. tu vois. Mais je l'ai trouvé tellement déroutant, plus les conditions de visionnage étaient particulières, plus on était les premiers à voir le film. Donc du coup, forcément, quand t'aimes pas un film et que tu sais pas, t'as pas les avis forcément des autres, je savais pas si je me trompais, si j'avais mal compris les trucs. Et du coup, c'est vraiment le film, limite j'aime pas en parler tellement c'est une masse informe dans ma tête. Ah oui, je comprends, j'ai un peu ça aussi. C'est- Mais c'est pour ça c'est que très le dur. revisionnage, je me dis pourquoi pas, tu vois. Oui. Peut-être que ça a de l'intérêt. Oui. Bah, alors, j'en profite parce que du coup, j'ai parlé de mélange des genres qui fonctionne pas trop et j'aimerais parler d'un mélange de genres qui, à mon sens, fonctionne. Et c'est aussi mon occasion de parler d'un film relativement mainstream, ce qui, je pense, arrivera assez rarement dans ce podcast. Je vais parler de Évanoui. Bon, pour le contexte, du coup, j'ai
très peu d'expertise film d'horreur. Voilà, j'en regarde pas, principalement parce que j'ai peur d'avoir peur. J'ai The Substance qui m'a un peu réconciliée avec les films d'horreur à Cannes il y a 2 ans du coup. Du coup, j'essaye de plus en plus avec Massacre à la tronçonneuse aussi, que tu m'as fait découvrir principalement, et que j'ai accepté de voir parce que c'était une allégorie du capitalisme et des marginalisés, etc. J'ai accepté. Et il a tout fait pour moi, ça a très bien marché, et j'ai absolument adoré le film. Et en fait, je me rends compte que la plupart du temps, je ris devant les films d'horreur, parce que c'est très grossier. Et j'ai l'impression que c'est aussi un peu pensé pour ça, qu'il y a des moments de rire et de machin. Et j'avais fait une chronique, tu sais, pour expliquer les films d'horreur. Il y a les films d'horreur nuls que tout le monde a vu malheureusement, les Conjuring et tout, qui sont juste là pour faire peur. Ouais. Et du coup, les gens qui aiment juste pas avoir peur, ils sont en mode, j'ai pas regardé ça fait juste peur et j'ai pas envie d'avoir peur. Il y a les vrais films d'horreur qui sont bons, où pour le coup, ça raconte quelque chose. C'est pas tout le temps en fait de la peur ou de l'horreur, et c'est vachement plus malin que ce que ça a l'air. Ça joue avec la peur aussi. Parce que en fait, des fois, la frontière entre la peur et le rire, elle est pas. Clairement. Ouais. Justement, j'ai trouvé que dans Évanoui, du coup, c'est la première fois que je vois un film d'horreur que je qualifierais d'un peu bébête, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un gros message sur Évanoui. J'ai vu des complètement théories. con, moi j'aurais dit, mais après, vas-y. J'ai vu des théories sur ça parle des mass shootings, etc. aux US, j'y crois pas trop, à part l'insertion de cette horrible Pour moi, c'est clair et net que c'est aussi débile que ça. Mais... Ah ouais? C'est ce que je me suis dit à la sortie de la salle, je me suis dit, c'est sûr ça, et c'est débile. Ah ouais, ok, bon, je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'il y a un propos deep dans le film, donc j'ai l'impression d'avoir vu pour la première fois un film d'horreur un peu bébête. Et en fait, j'ai trouvé que c'était très bien fait dans le sens. J'ai trouvé que le côté horrifique marchait bien, c'est-à-dire que j'ai eu peur, alors que d'habitude je ris, parce que je trouve ça trop grossier. Alors que là, le film m'a eu. Et je trouve que le film arrive hyper bien joué avec les temps morts et les moments de rire. Et surtout la deuxième partie où le film bascule dans de la grosse comédie. Et en fait, j'ai pas ri parce que c'était absurde, j'ai ri parce que c'était drôle comme une comédie. Je trouve qu'il y a des plans, vous savez, quand l'espèce de sorcière voodoo, là, je sais pas exactement ce que c'est, court et qu'il y a les enfants derrière qui lui courent après, et qu'il y a des moments de pause, en fait, où on la voit courir, et puis ensuite on voit les enfants qui déboulent, etc. Enfin, c'est vraiment filmé comme de la comédie un peu cliché des années 2000, etc. Et je trouve juste que ça marche trop bien. Et en vrai, je trouve que c'est un peu fort d'avoir réussi à faire un film qui est à la fois du genre horreur et à la fois de la comédie, mais qui n'est pas parodique, genre. Ouais. Après, moi, je trouve que tu vas loin, là. Moi, je déteste cette analyse et vraiment, Parce que, en vrai, franchement, moi, j'ai vu pas mal de films d'horreur pour le coup. Genre. Ouais, non, mais en fait, je comprends. Et genre, non, mais même, tu sais, un peu dans tous les genres, même les films d'horreur, du coup, qui se veulent pas, genre, forcément horrifiques ou forcément comiques et tout. Mais je trouve que là, il y a un truc de. Je pense, enfin, pour la fin, je pense que t'as raison, ça veut être comique et tout. Mais je pense qu'il y a des trucs qui c'est pas fait exprès. Hein. Je pense qu'il veut être comique parce qu'il se rend compte que son film est complètement con, qu'il a pas de propos, qu'il sait pas quoi dire et à la fin il se dit je fais n'importe quoi et je te pisse à la gueule. Et pour moi c'est vraiment pour moi il se fout de notre gueule mais il se dit attends, et là si je fais ça tu penses ils vont rien dire genre, ils vont faire genre que c'est bien là. Et du coup et là si je continue à faire des conneries c'est bien. Tu vois là où The Substance plus ça va loin plus je dis putain c'est fort et là plus ça va loin plus tu dis mais là tu te fous de ma gueule gros fils de pute. J'étais vénère. J'étais énervé pendant la séance. Tu sais que je me souviens quand on avait parlé t'étais énervé. Je suis désolé je vais le biper de ouf. Moi j'avoue j'ai l'impression que c'est juste un film qui a principalement pour vocation de faire peur et de faire rire genre point. Et du coup, je trouve ça ok, tu vois. Je suis en mode ok, j'accepte. Ouais, mais moi, du coup, enfin, je pense que j'ai pas du coup le même avis que toi, mais moi, ça m'a pas fait assez peur et ça m'a pas fait assez rire. Donc... Non, mais en fait, j'arrive à projeter que si t'es habitué des films d'horreur, le film est mauvais. Oui, en termes de peur, il y a que les screamers qui m'ont fait peur, ce que je trouve nul à chier en général. Et en termes de comédie, je vois que c'est drôle, je suis d'accord que c'est drôle, mais j'étais tellement vénère que j'étais en mode là, tu te fous de ma gueule. Et du coup, un mec qui rigole, mais s'il te rigole de toi, t'as pas envie de rigoler avec lui, tu vois. Après, ça dépend, il y a des plans un peu sympas quand même. Genre, si on peut sauver un peu quelques aspects. Genre, par exemple, les plans, genre éloignés vers la maison avec le cadre de la porte. Et tu vois les gens, tu vois genre juste des ombres. Ah, ok. Enfin, tu sais, au loin, moi je trouve ça intéressant. Moi, je fais le nom de la tête, vous le verrez pas, mais. Ok. Juste, je trouve qu'il y a un moment qui symbolise bien ce que j'essaie de dire. Dans le film, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un gros screamer où il y a un père qui voit son fils dans son lit. Il regarde, tu sais que le screamer il va arriver, etc. Et puis là, bim, c'est plus un visage d'enfant, c'est un visage de clown. Ah oui. Et genre, t'as peur, enfin, je sais pas, moi dans la salle aussi, j'ai apprécié l'expérience de salle film d'horreur. Parce que tout le monde a peur en même temps et c'est un peu cool. Et tout le monde a peur en même temps et puis après rit d'avoir peur et je trouve ça trop bien, genre. Ouais. Et j'avais jamais trop vécu ça. Et juste après, le personnage en fait crie what the fuck, mais genre exactement comme toi tu viens de te dire what the fuck, tu vois. Et du coup, t'as un temps où genre tu ris, enfin, t'as peur, tu souffles un peu. Tu captes que le mec vient de faire la remarque, c'est hyper drôle et tu ressouffles et j'étais en mode ok, c'est un peu bien fait genre. Beaucoup de films d'horreur qui font ça, c'est un peu le gimmick depuis ces 15 dernières années je pense de faire pas mal de blagues dans les films d'horreur. Genre depuis ça je crois que c'est ça qui a un peu lancé le truc de faire des vannes, il y a plein de films qui font ça maintenant tu vois. Et moi je trouve ça débile déjà ce que tu dis c'est que il faut un film d'horreur. Non pardon. Ok. Non, je trouve que tu soulignes un truc du film qui est selon moi très débile, c'est que il a un concept d'horreur le concept est super cool, c'est le meilleur truc du film.
et les scènes d'horreur se passent dans les rêves des gens, genre mec, c'est ça pour moi, c'est du coup bah oui, tu peux faire ce que tu veux parce que tu décides de mettre dans un rêve, mais mec, t'as un concept, joue avec ton concept pour faire peur aux gens, Donc, pour créer c'est des vrai scènes et tout. que même Là en- mec, il te met des screamers pendant que le mec il fait un cauchemar, Mais mais surtout va te faire en enculer. tant Et il le que- fait 3 fois dans le film. En tant que spectateur, ça t'atteint pas parce que tu sais que c'est un rêve. Donc, Ah ouais, Bah- putain, moi ça marche sur moi, mais encore une fois, c'est parce Non, mais à que partir j'ai du pas moment où tu l'habitude. vois que dans le rêve du mec, tu sais, bah il va se passer juste des conneries, voilà, il peut se passer n'importe quoi. Il va y Mm. avoir un truc sorti de nulle part parce que c'est un cauchemar, donc oui, tu peux te le permettre, c'est très malin, bravo à toi. Ok, T'as un non, mais, aigri de- non, mais je capte l'écran, je capte Il y a l'écran. trop de trucs qui m'ont saoulé, vraiment, je me disais juste, c'est un. Mais je pense, bon Mauvais exemple, réel. vous voyez, on parlait d'Interstellar au début, on en a pas vraiment parlé. Mais vous voyez les cinéphiles qui arrêtent pas de chier sur les gens qui sont fans Oui. d'Interstellar, etc. Bah, typiquement, moi je trouve que le film Évanoui est pas si mal parce que j'ai vu pratiquement aucun film d'horreur alors que j'ai des goûts plutôt exigeants. Je suis en Ok. mode, c'est une bonne illustration de. Oui, les gens aiment des films à des moments différents de leur vie parce qu'ils apprennent des trucs différents. Alors, Et Interstellar est 1000 fois Voilà. meilleur que Les Évanouis. Oui, non, mais bien sûr, mais. Et pourtant, j'aime pas Interstellar, j'aime pas Christopher Nolan, mais. putain, c'est oui. bizarre parce que là, pour le coup, en vrai, le truc de Interstellar dans sa catégorie, moi j'ai 100% conscience que c'est très très bien Mm. et que genre faut pas du tout chier dessus, alors que Évanoui, pas trop. pour Ah le oui. coup, là. Pour Ouais, ça, non, mais je ouais. capte. Franchement, j'ai pas du tout la vision. Mais après, C'est pas des équivalents stricts. C'était juste pour montrer, Oui. genre, le goût, Non, c'est mais je Oui, veux dire, progressif, mais tu oui, vois. moi aussi, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà. J'aurais aimé pouvoir choisir mon camp sur ce débat. C'était intéressant en tant que spectateur. Ouais, mais Ah, comme mais tu tu vas l'as pas pas au vu, cinéma, Tim bah, il va pas au Ah, cinéma. incroyable. Depuis Je vais pas au cinéma. depuis mai, il est pas allé au cinéma. Je sais pas aussi. Bah, Tim, ton film. Alors mon film, donc sachant que je sais pas exactement quand est-ce que sortira ce podcast, mais a priori il devrait être sorti. Je crois que ça sort le 10 septembre précisément. 8, si tu dis pas de bêtises. Attention, Je veux juste te contredire, j'en ai aucune idée. je crois que c'est le 10. c'est le 10. Je crois que c'est le 10. Donc bref, film qui sort a priori le 10 septembre en salle. Le 8. Allez. Et qui a obtenu le... Tu peux peut-être me contredire là-dessus. Le prix Du jury. du jury, putain, ok, c'est bien ça. Oui. Le prix du jury au Festival de Cannes. Donc on a pu découvrir à Cannes chacun. Peut-être qu'on l'a... Ah non, peut-être... Si, si. Ok. Si, si. Donc c'est Sirat d'Oliver Lax. Donc c'est cool qu'on l'ait vu chacun. Donc découverte du Festival de Cannes de cette année et énorme claque pour ma part. Vraiment en sortant de la salle j'étais complètement moite et à fond dans le film encore. Donc bref. Ouais, je sais pas si J'étais le... complètement moite. Je sais pas si le mot est... Non, non, Mais tu- là il est tard et j'ai du mal. Wow. T'as le droit d'être. Pas de problème. J'étais complètement moite. Ah ouais, je sais pas. C'était en impro total. Mais bref, donc Sirat d'Oliver Lax, c'est un thriller qui se passe au milieu de l'univers de la rave party dans le désert marocain, il me semble. Donc c'est un père, on suit un père et son fils qui sont à la recherche de la fille qui est disparue. Et donc elle est disparue au sein de cette rave. Et c'est difficile de, je sais pas si c'est bien d'en parler beaucoup, mais en fait c'est un film qui emprunte à la sphère un peu du pèlerinage des films un espèce de road movie un peu comme c'est quoi, c'est le Salaire de la peur. Oui. Le Salaire de la peur donc Ou Sorcerer. oui, ou The Sorcerer, qui est un film où on suit donc un convoi et cette traversée elle est imprégnée d'un danger imminent qui peut à tout moment exploser. Et donc Sirat, c'est exactement ça. Et en plus, on y mêle l'univers de la rave qui marche parfaitement pour moi. Ce côté pèlerinage presque religieux qui est lié à l'univers de la rave, qui est extrêmement mystique et parfaitement bien filmé par Oliver Lax. Il y a notamment l'introduction du film qui présente l'univers de la rave avec une mise en scène parfaite, une bande-son qui est signée Kang Ding-rae, qui est un DJ absolument brillant et qui installe des ambiances sonores très marquées et qui marche complètement avec ce côté mystique. Et du coup, c'est un film dans lequel je suis rentré directement, j'ai mis les deux pieds dedans parce que il te fait une introduction qui est parfaite où on voit du coup les mecs des rave parties qui installent les murs de son et puis qui commencent à danser, la musique commence, tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'installe, toute une ambiance extrêmement bien travaillée et j'ai été dedans pendant tout le film, j'ai été en tension mais de malade et c'est un film qui est choquant, qui est brutal et je suis sûr qu'il fera sensation quand ça sortira au cinéma et en tout cas c'est une de mes plus grosses claques de Cannes. Je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs trucs que j'ai pu voir à Cannes cette année. Et ça sera probablement dans mon top de l'année. Mais donc voilà, Oliver Lax, Sirat, c'est à voir absolument. Je sais pas si... Je pense que ça rebondit bien avec ma thématique de tout à l'heure de voir les films en salle parce que Ah oui, pour le coup, complètement. si tu vois pas en salle, tu rates la moitié du film. Oui, complètement. Bah, pour le coup, l'ambiance sonore, donc signée Kang Ding-rae, donc je sais pas si c'est dans le film ou si c'est la salle dans laquelle je l'ai vu. Je l'ai vu dans le Grand Théâtre Lumière du Festival de Cannes, donc c'est une immense salle avec des milliers de places où tu as une espèce d'armature métallique sur les côtés. Et moi j'étais sur le côté, et donc sachant qu'il y a des basses qui sont très marquées parce que c'est de la techno, c'est de l'industriel, donc c'est forcément
très marqué dans les basses, et il y avait cette ossature métallique qui vibrait. Je sais pas si c'est dans le film, ces bruits métalliques C'est un de peu les vibration. Et du coup, moi j'étais dans un truc de waouh, ça fait vibrer les murs, genre tellement c'est puissant et tout, et c'était vraiment. Il se passe vraiment quelque chose quand tu vois ce film en salle, quoi. Ok, donc moi je voulais parler assez rapidement du film L'épreuve du feu, que vous avez tous vu ici. Pas du tout. Qu'est-ce Ah, que j'ai c'est adoré, je l'ai vu au cinéma Là, récemment. tout le monde ment, donc personne n'a vu le film. C'est de qui? L'épreuve du feu d'Aurélien Père. J'en ai entendu pas mal parler, moi. Peut-être que si vous avez de la chance, il y a un des acteurs du film qui viendra dans le prochain podcast. Ah, mais oui, ok, j'ai vu passer les affiches. Donc c'est un film donc d'Aurélien Père, qui est un film de vacances. Enfin moi du coup en fait il était au festival de Biarritz cette année et donc sur l'affiche c'est l'épreuve du feu et puis donc j'ai vu les images du tournage, donc c'est vraiment un truc entre potes de vacances etc. Je me suis dit ça va être un film grave feel good de vacances, là il sort au mois d'août, je vais me régaler et en fait c'est pas si cool que ça. Du coup ça parle de Hugo qui va en vacances depuis qu'il est petit sur sa petite île avec ses amis plutôt bourgeois quoi, qui côtoie plus trop depuis quelques années parce qu'il ne les intéresse plus. Et cette année, en fait, il revient avec une forme physique complètement différente et une nouvelle petite amie au bras, qui est esthéticienne originaire de Toulon. Donc ça, forcément, ça crée un conflit de classe entre eux, donc ces bourgeois qui partent sur l'île de Noirmoutier et cette personne qui arrive. Et donc le succès, en fait, je voulais parler de ce film déjà parce que je l'aime bien. Il y a un succès critique qui est plutôt évident en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde un peu aime le film de ceux que j'ai vus. Moi, en fait, ce qui m'a un peu surpris, c'est que donc, je m'attendais à un film de vacances un peu fun, et donc c'était beaucoup moins amusant que ce que je pensais, parce que du coup, c'est beaucoup plus introspectif sur ce personnage de bourgeois qui pense, quand il arrive à avoir ramené un peu la femme trophée parfaite, et dont son regard sur elle change lorsque ses potes bourgeois la rencontrent et que eux la prennent un peu pour une ringarde, parce qu'en fait, donc, cette scène de Toulon, pour eux, c'est un peu le bas de la classe, quoi. Et donc là, tout commence à changer, et c'est assez original aussi dans les thématiques, parce que donc il y a des thématiques de grossophobie, de TCA, de complexes physiques même, mais qui sont rarement associés à des personnages masculins en général au cinéma. J'ai pas beaucoup d'exemples moi en tête, et là pour le coup, du coup, c'est le cas. Donc c'est un film super cool, et en fait, je voulais parler d'un truc parce que je suis tombé sur un TikTok de Medio Maïs, je sais pas si vous savez, qui prend la parole pour dire ouais, tous ceux qui critiquent le cinéma français tout le temps, vous critiquez le cinéma français, mais vous n'allez pas voir les bons films français, donc, comme L'épreuve du feu. Ils montrent donc en fait les entrées du film qui sont assez basses malheureusement, et en scrollant les commentaires, donc on voit top 3 meilleurs films de l'année, etc. Moi aussi j'ai adoré. Et puis il y a un mec qui avait écrit le problème c'est pas nous, ce sont les cinémas français qui ne proposent pas les films français en salle. Moi il est pas disponible dans mon cinéma, par contre il y a toujours Dragon et Lilo et Stitch qui sont sortis, je sais pas, il y a 2 mois, un truc comme ça, tu vois. Donc le débat il m'a un peu intéressé parce que c'est un peu donc la question de l'œuf ou la poule. Est-ce que du coup c'est la faute des cinémas qui diffusent pas les films bien, donc les films bien forcément ils flopent et du coup les gens vont voir les films nuls qui du coup font des gros chiffres, ou est-ce que c'est simplement en fait la faute des spectateurs qui vont voir les films nuls quand même alors qu'il y a des super films comme L'épreuve du feu à côté, et donc du coup les cinémas eux suivent la demande, et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé un peu là-dedans. J'ai pas forcément la réponse, donc si vous avez un avis là-dessus, je suis preneur, même ceux qui nous écoutent. Moi en tout cas ma petite réponse c'est que je me dis que c'est compliqué de se dire que des entreprises donc capitalisent ce que sont les cinémas, c'est compliqué de leur dire d'être moins capitalistes. Donc perso, j'attendrai pas que ce soit les salles qui changent eux un peu leur dynamique. Et mon cœur un peu naïf, et là je pense que toi tu vas un peu me vanner, Emmanuel, parce que mon cœur un peu naïf me fait dire que c'est un peu comme en manif, on peut se battre un peu pour des fois avoir un peu ce qu'on veut, et que des fois ça fonctionne. C'est-à-dire que si ton cinéma il passe pas le film à sa sortie et que t'as pas d'autres cinémas à proximité, tu peux, et à mon avis tu devrais aller à l'accueil de ton cinéma et demander s'ils ont prévu de passer tel film, par exemple donc L'épreuve du feu. Je pense que c'est une habitude qu'on pourrait et peut-être qu'on devrait tous avoir, qu'on devrait tous prendre, parce que en fait les cinémas, donc eux ce qu'ils cherchent c'est passer les films que les gens vont venir voir, parce que du coup ça fait vendre du popcorn un peu comme dirait l'autre. Et s'il y a de la demande pour un film, les cinémas ils peuvent très bien se dire tiens, il y a plusieurs personnes depuis le début là qui m'ont demandé si on allait passer tel film, L'épreuve du feu par exemple. Peut-être qu'on pourrait tenter de diffuser le film, je sais pas, juste sur 1 ou 2 séances dans la journée. Il faut savoir qu'un cinéma, donc il peut diffuser un film 1 semaine ou 2 semaines après sa date de sortie. C'est ce qui est arrivé, je sais pas si vous en rappelez, pour Aftersun, qui du coup était sorti que dans quelques copies en France, et qui petit à petit, au bout d'un mois, est retrouvé dans toutes les salles de Paris, genre. Et en tout cas, moi, donc je suis pour qu'on se bouge un peu le cul pour faire changer même légèrement un peu la tendance, parce que du coup, si on attend que Jérôme Sédou décide de se prendre des risques, à mon avis, on va jamais avoir de résultats. Donc allez voir vos ciné, demandez-leur peut-être de passer L'épreuve du feu, demandez-leur de passer Fantôme Utile, demandez-leur de passer Escape from the 21st Century, et peut-être que le jour où ces films passeront grâce à vous, vous serez fiers. Je pense que là c'est le moment où peut-être que tu me dis que je suis un peu trop naïf. Qu'est-ce que t'en penses ? Mais tu te dépeins comme un aigri de fou. Non, parce que je me dis, en fait je sais pas si j'y crois vraiment à ça. J'allais te demander pourquoi tu pensais que j'allais te donner. Oui. Parce qu'en fait j'ai l'impression que ça, j'y crois sincèrement, je me dis que pour avoir rencontré, par exemple du coup on avait fait une masterclass avec un mec qui était directeur de Pâté je crois, de Caen Évreux. Et même lui était fan de ciné, tu vois. Et je me dis, si déjà eux sont fans de ciné, que les petits ciné sont fans de ciné, et que s'il y a des gens qui viennent leur voir et qui viennent les voir et qui leur disent ouais, est-ce que vous pouvez passer tel film et tout, ce film est trop bien, peut-être que eux ils ont un peu cette fibre là
où il se dirait, tu vois, vas-y, on le tente, tu vois, on peut passer l'épreuve du feu. Mais je sais pas si c'est ultra naïf de ma part ou si ça. Pour être réaliste aussi un peu, je pense. Enfin, s'il y a que Riyad, j'ai vu tous les films qui va C'est sûr. au cinéma, voilà. C'est sûr, mais je pense que s'il y a. C'est un peu comme tout, c'est le nombre qui fait la. Mais je pense que même genre 4-5 personnes, tu vois, ça peut mettre une petite graine en tête et peut-être faire passer le film genre sur 1-2 séances par jour, tu vois. Oui, sur des petits cinémas, oui. Je pense que t'es un chouïa naïf, mais que c'est assez important de l'être. Enfin, au sens où la responsabilité, je la mettrai jamais sur l'audience, au sens où c'est la faute du grand capital, clairement. Mais effectivement, le pouvoir d'action est du côté de l'audience parce que, effectivement, les cinémas en question n'ont aucun intérêt à diffuser des films qui sont risqués sur le plan des entrées. Donc, en fait, oui, quelque part, c'est un peu naïf, je pense, parce que aussi, je pense que tu projettes l'intérêt que t'as pour les petits films comme ça sur beaucoup de gens, alors que la plupart des gens n'en ont rien à foutre, ou même s'ils aiment bien le film, ça leur tient pas à cœur, tu vois, suffisamment pour s'engager. Mais je pense que c'est un bon message et un message constructif, tu vois, de dire, en fait, en tant qu'audience, vous avez potentiellement du pouvoir. Si vous prenez la parole, le film peut-être passera. Et moi, je trouve ça plutôt chouette. Oui. Je pense en tant que créateur de contenu aussi, peut-être qu'on a pas mal de responsabilités. Enfin, pas de responsabilités, mais de pouvoir d'action. Je pense à Aftersun, tu vois, qui est devenu viral, en fait, grâce aux réseaux sociaux. Je pense au Consentement aussi. Enfin, c'est des films qui ont émergé parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Pas que des créateurs de contenu, aussi des gens qui n'ont pas forcément des grosses audiences, etc. Mais juste qui ont été choqués par le film, etc. Donc je pense qu'on a la capacité d'agir, effectivement. Après, je dirais jamais que c'est la faute de l'audience si certains films sont pas programmés. Parce qu'il y a aussi des gros défauts de communication. Et si tu te tiens pas au courant de tel film sort, machin, et de tel avis, tu le chopes par-ci, par-là, etc., tu peux pas savoir, tu vois. Et les gens ont leur vie. Je sais pas à quel point le nombre de personnes intéressées par ce genre de film existe, tu vois. Mais C'est après, ça, enfin, moi, quand j'étais petit et que j'allais au cinéma en famille dans les cinémas provinciaux, donc les tout petits cinémas qui ont 1 ou 2 salles, enfin, moi je sais que de mon regard d'enfant, les films qui étaient pas Pixar ou des films de super-héros ou une saga, pour moi c'était oh là ça a l'air nul, enfin tu sais il y avait un regard C'est sûr de toute façon que c'est pas ces personnes-là dont je parle, mais c'est plus tu vois des gens au moins un peu cinéphiles, tu vois. Oui, bien sûr. Qui juste veulent voir des bons films et qui savent que je sais pas, ils ont vu l'épreuve du feu passer sur Twitter, à un moment ils ont dit j'aimerais bien le voir, moi mon cinéma là où j'habite il passe pas, tu vois. Peut-être que là il y a un petit moyen à dire, surtout que c'est en général c'est des petits ciné du coup dans ces endroits-là. Oui. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est de la naïveté, mais en tout cas, je trouve que c'est important de l'être des J'ai envie d'y fois. croire. Mais c'est vrai que ouais, comme je tu suis dis en vrai, en tant du coup peut-être plus pour les influenceurs en vrai, ils ont Mm. peut-être plus de marge de levier parce que par exemple Lena Situation elle dit j'ai trop envie de voir l'épreuve du feu et créer un peu un truc. Ah oui, non, mais de fou, Oui. là, direct. Direct, on n'est pas Lena Situation, mais je me dis Non. on peut peut-être agir un peu plus en vrai que je sais pas. Ouais, je pense. Et c'est pour ça que j'en parle en fait, j'avais tout prévu. Waouh. Bravo. CQFD, ce qu'on fait là est utile. Bravo. Vu que c'est énormément écouté ce podcast. Et bien évidemment. En vrai, il y a déjà des millions d'écoutes, non? Ouais. Sur le premier épisode. On est presque à la fin. Est-ce qu'Emmanuel, tu veux nous faire ta petite carte blanche? Les gars, c'est le moment de la carte blanche, la carte blanche de Manuel. Oh waouh. C'est quoi? Je voulais dénoncer que c'était Emmanuel qui avait fait ce truc hyper gênant parce que je me dis peut-être ils vont pas reconnaître. Il l'a dit lui-même. C'est Donc, aujourd'hui, du coup, moi je voulais conclure un peu ce podcast parce que j'ai cru comprendre que c'était vers la fin du podcast qu'on allait mettre au moment où plus personne écoute. Et donc, j'ai voulu un peu vous faire tous participer pour qu'on parle un peu de trucs aussi un peu plus perso. Et donc, je vais tout d'abord commencer. Donc, pour ce podcast, j'aurais pu citer. Il n'y a pas de vanne pour le coup. Pour ce podcast, du coup, j'aurais pu citer Night on Earth, Control, La La Land ou encore Starlight de Sean Baker, qui sont des miroirs de ce que je considère comme l'amour. La main de Dieu, Caro Diario ou Carnet de voyage pour les films qui me transportent et me font voyager plus loin encore que je ne pourrais me déplacer physiquement. Philosophie. Mais non, aujourd'hui, je vais vous parler du film qui m'est le plus cher puisqu'il me rattache directement à ma famille d'une bien belle manière. Donc dans ce cas, j'aurais aussi pu présenter Blade Runner, qui, autre qu'être un chef-d'œuvre de la science-fiction, est aussi un film à travers lequel j'ai vécu de grands moments familiaux et qui a d'ailleurs été cité lors d'un joli enterrement de quelqu'un qui m'était cher. Mais non, je vais vous parler d'un film encore plus fort à mes yeux, puisqu'il mais pourquoi t'attends une vanne? Il n'y aura pas de vanne. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, pendant que tu parlais de Blade Runner, du coup, je faisais déjà ça en mode. Ah c'est oui, trop ok, nul. ok. Puis t'as dit l'enterrement et Oui. je me suis senti un Le peu geste mal. nul, c'est genre Oui, la mort. je me suis un peu genre coupé la gorge avec ma main. Je suis très heureux. Mais non, je vais vous parler d'un film encore plus fort à mes yeux puisqu'il m'a été présenté comme ceci, je cite: « Une fois que tu auras vu ce film, tu auras tout vu, tout compris, tu pourras tenir entre tes mains le poids délicat de l'amour et la vie te sera alors un peu plus claire. » Bon, ces paroles ont été plus ou moins rangées, mais ce sont celles de mon papa qui me présentait un de ses films préférés. Autant vous dire que ça me mettait un peu la pression et si j'accrochais pas, c'était un peu dommage, mais heureusement pour lui autant que pour moi, j'ai adoré, c'est devenu mon film référence. Donc je vais vous parler des Ailes du désir.
Dans ce film, du coup, les anges observent le monde sans pouvoir y participer. Ils entendent les pensées intimes des hommes et des femmes, mais ne ressentent pas eux-mêmes la douleur, la joie ou l'amour. Cette distance reflète la tentation que nous avons parfois de juger ou de contempler la vie de loin, sans nous y engager pleinement. Damiel, par exemple, l'ange qui choisit de devenir humain, illustre que la vie n'a de sens que si on la vit, avec toutes ses limites. La souffrance, la finitude, mais aussi les plaisirs simples, comme le goût d'un café ou la chaleur d'un câlin. C'est une métaphore donc, nous comprenons la valeur de la vie dans sa fragilité et dans sa matérialité et surtout dans son entièreté. Mais ce film, c'est aussi un miroir des émotions. On y observe comme des anges les pensées des personnes ordinaires, leurs angoisses, leurs souvenirs, leurs espoirs. Chaque personnage porte une solitude, un désir ou une mémoire intime. Le film devient un miroir dans lequel le spectateur reconnaît ses propres émotions, ses doutes et ses quêtes de sens. Mais ce qui est plus intéressant que tout le reste, c'est la place qu'occupe l'amour dans ce film comme dans nos vies. Damiel tombe amoureux de Marion, la trapéziste. Cet amour n'est pas abstrait, il est lié à son désir de devenir humain, de ressentir. L'amour apparaît comme une force qui nous fait redescendre dans le monde, qui nous ancre dans la matière et le présent. Le film montre que l'amour n'est pas une idée parfaite, il implique le risque de la perte, de la douleur, mais c'est précisément ce qui lui donne sa beauté. Plus qu'une simple émotion, l'amour comme quête de sens nous ancre encore plus dans notre condition humaine. Le Berlin du film, encore marqué par la guerre et divisé par le mur, renforce la métaphore. Les hommes vivent avec des blessures et des séparations, mais continuent à espérer et à aimer. La vie humaine est imparfaite, fragmentée, parfois tragique, mais elle reste porteuse de beauté. On y suggère alors que ce sont ces imperfections mêmes qui rendent l'existence et l'amour authentiques. Alors maintenant que je vous ai présenté un peu ce film qui m'est si cher, j'ai une simple question pour vous. Y a-t-il un film, pas forcément un chef-d'œuvre ou autre, mais qui vous est extrêmement cher pour des raisons bien précises, voire personnelles? Mais moi, en fait, c'est un film d'enfance qui m'a un peu appris une leçon. Et du coup, genre, je sais pas, quand tu parlais du coup du rapport avec ton père, etc., ça m'a un peu ramené à moi, à l'enfance. Et donc, un film que j'ai découvert enfant, c'est L'Histoire sans fin, qui est un film qui, je suppose, n'est pas si fou. Que, en fait, je l'ai pas revu depuis des années parce que c'est tellement un peu, pas goofy, c'est horrible de dire ça comme ça, mais un peu carton-pâte, quoi. Oui. Donc, j'ai peur de le J'adore. revoir. Comment? J'adore. Ah, moi aussi, Ah oui, Carton-pâte. ah, mais tu regardes, tu vois, c'est quoi? Ouais. L'Histoire sans fin? Oui, je vois ce que c'est, ouais. Oui, du coup, c'est ultra carton-pâte, donc j'ai un peu peur de le revoir, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué, je sais pas pourquoi. En fait, c'est les scènes ultra tristes du film, notamment je peux spoil ce film, j'ai le droit de spoil ce film, je vais pas spoil ce film. Une scène, Ouais, oui. la scène la plus connue dans les marécages de la mélancolie, et donc j'avais, je sais pas, 8 ans quand je regarde le film, je connais pas la mélancolie, je connais pas la dépression, je connais pas la tristesse, je connais rien du tout ça, et ça me met une ultra baffe qui fait que je me rappelle exactement de la scène en entier, et je me rappelle de l'après-scène où genre t'as, je sais plus comment il s'appelle le personnage principal, qui du coup est super triste par rapport à ce qui s'est passé et qui s'empêche de pleurer parce que c'est un peu l'enfant guerrier, etc. Et il y a quelqu'un qui vient, je sais même plus qui lui dit tu peux pleurer, genre c'est complètement ok de pleurer, et si tu t'empêches de pleurer, tu te fais genre une réserve de pleurs qui fait que le jour où tu vas pleurer, ça va être horrible, tu vois. Et du coup, il se laisse pleurer. Et ça, j'y ai repensé des années après, genre 10 ans après. Et genre, un jour, du coup, je me suis laissé pleurer, genre, je sais pas, 10 ans après, et j'ai pleuré 2 mois, littéralement, tu vois. Ah ouais. Sachant que j'avais pas pleuré depuis, genre, que j'ai vu le film, en fait, tu vois. Et c'est, je sais pas, il y a eu une truc de. Ça m'avait trop touché à l'époque, je l'ai jamais oublié, j'y ai repensé 10 ans après, et il s'est passé ça. Genre. Incroyable. C'est trop joli. Ouais, le gros moment. Ah bon. Il finit comme ça. Ah, moi, putain, ouais, j'ai. Et t'as vu, je me suis empêché de critiquer les ailes du désir, quand même. Oui, bravo, bravo. Bah, mec, après ça, en vrai, frère. Franchement, j'ai pas osé. Ah, ouais, là. Franchement, j'ai pas osé. T'aurais pas pu. Putain, en vrai, c'est dur, je sais pas. Il cherche depuis tout à l'heure un film qui l'a ému. En fait, c'est fou. J'en ai. C'est pas grave, c'est sympa. Non, mais non, parce qu'il faut que ce soit perso. Ok, c'est bon, j'en ai un. Donc, pour le mien, j'ai dû pas mal chercher quand même, mais en vrai, ça paraît assez évident maintenant. Je suis satisfait de ce choix. J'ai envie de parler du coup de Midnighties de Jonah Hill et l'aspect pour lequel je me suis senti touché, le côté très personnel que ce film a atteint en moi, c'est l'aspect de fascination et de placer les gens au rang d'idole, parce que du coup, donc Midnighties, c'est l'histoire d'un gamin qui rencontre un groupe, une bande de potes qui font du skate. Et, Skatos. oui, des skatos, des putains de skatos. Et du coup, on suit ce gosse qui a du coup cette vision, il est fasciné par ce groupe, par cette bande, et il a envie d'en faire partie, il a envie de les rejoindre. Et moi, c'est un peu un truc où toute ma vie, j'ai toujours eu des idoles que j'ai construites très rapidement et que j'ai construit. Enfin, c'est ma propre image que j'avais des autres, mais j'ai tendance à énormément idéaliser les gens et à me comparer aussi un peu et à du coup vouloir faire partie de ces trucs. Donc du coup, typiquement sur les réseaux ou quoi, il y a toujours ce désir de j'aimerais trop être avec eux. Et du coup, ce film-là, il m'a complètement touché parce que ça parle justement de ce rapport que tu as au fait d'idéaliser aussi les figures plus âgées.
Moi, typiquement, quand j'étais au collège, j'avais hâte d'être en troisième. Quand j'étais en troisième, j'avais hâte d'être en terminale. Bon, ça, c'est un peu tout le monde. Mais moi, c'était vraiment le côté voir les gens, les idéaliser, avoir l'impression que c'était des gens parfaits et vouloir m'en approcher le plus possible. Parfois avec des désillusions, parce que souvent, tu te rends compte que les idoles que tu as, tu t'es construit leur image, et parfois sur des bases fausses, et tu te rends compte que tu as souvent des désillusions. Mais ouais, du coup, là-dessus, ce côté idolâtrer les gens et vouloir devenir comme eux, vouloir entrer dans leur cercle, j'ai beaucoup eu ça. Et j'ai d'ailleurs toujours beaucoup ça. Voilà. Avec grande bavardeuse en ce moment. Oui, en vrai, mais premier degré, oui. Hein. Genre vraiment, grande bavardeuse. Que tu dises pas son blaze, genre. Enfin, il y a deux aspects. Il y a déjà les gens que j'idolâtre et j'ai envie de devenir comme eux. Donc ça il y a beaucoup donc, sur les réseaux, grande bavardeuse... des gens qui sont très éloquents, qui sont très forts dans leur analyse et tout. Et typiquement, je pense que je place Grande Bavardeuse sur un piédestal très haut et potentiellement plus haut que ce qu'elle est vraiment, tu vois. Bon, après, je la décrédibilise pas ou quoi, hein, mais voilà. Mais il y a aussi le côté bande, des groupes. L'aspect groupe, moi, j'ai vraiment ce truc de désir d'appartenance à un groupe. Et quand je vois des groupes se former, souvent... pareil, j'idéalise les communautés, les groupes, ça me donne envie d'en faire partie, quoi. J'ai toujours ce truc de si je fais pas partie de ce groupe-là, je vais être dégoûté. Et d'ailleurs, fait véridique, mais au début de Les Sylves, je regarde le club, j'étais vraiment de malade comme ça. Genre vraiment, je voyais la vidéo, la VOD, le replay de votre plateau Barbenheimer là. Je regardais sur YouTube et je me disais. C'est incroyable. Et vraiment, je me disais, oh, ils sont potes, ils sont passionnés. On se connaissait pas en plus. Ça a l'air génial. Nous deux ? Ouais. On se connaissait. Ah ouais. À peine, en tout cas, à peine, ouais. Et du coup, moi, il y avait vraiment un truc de, putain, j'aimerais trop, genre, vraiment, j'aimerais trop. Et en vrai, c'est aussi pour ça que je me suis lancé sur les réseaux, j'ai envie de me lancer sur les réseaux, parce que j'avais vraiment envie de faire partie de ça, quoi. Mais du coup, je suis quand même très content, parce que là, ce moment-là, j'en ai rêvé pendant très longtemps, et c'est très cool. C'est tellement deep cette fin de podcast, mais bravo. C'est beau. Oui. Très belle carte blanche. Bravo. Alors, j'ai pas écrit d'intro, j'ai oublié. Merde, je comptais complètement sur toi. Bon, je vous propose qu'on conclue ce podcast. Je suis désolé, j'ai pas écrit d'outro, donc ça va être très rapide. Déjà, merci à Taipin du coup d'être venu. Je pense que vous pouvez faire votre petite promo. Avec plaisir, merci beaucoup. Je te la laisse faire les choses, les trucs. Notre promo, écoutez, on est donc sur les réseaux, sur TikTok, Taipin, et sur Instagram, Taipin Movies. On a aussi un podcast qui est sur Deezer, Spotify, Taipin le podcast, sobrement, beaucoup moins stylé que le titre de ce podcast. Oui. Et donc, nous, notre concept, c'est un peu le bordel, mais en gros, on passe en revue la page Wikipédia d'un thème qui nous est cher. Donc ça peut être un film, ça peut être une réalisatrice. Là, récemment, on a enregistré le podcast sur Agnès Varda, et donc du coup, le principe, c'est on retrace la page Wikipédia d'Agnès Varda, et on s'arrête sur tout ce qui suscite notre intérêt. Donc ça peut être aussi bien un film qu'une anecdote sur la vie de Varda, ou un thème qui nous fait penser à quelque chose d'autre, genre je sais pas, s'il y a le mot tennis dans la page Wikipédia, et qu'on a envie de parler de tennis, on en parle. Voilà, c'est partir de cette page Wikipédia pour après partir en arborescence sur plein de sujets qui nous sont chers. Ça reste quand même, le cinéma reste quand même En noyau général, de ça. on parle quand même vraiment des œuvres, quand même. Oui, pour le coup, on divague pas tant en vrai, finalement. Moi, ils m'ont invité sur les Midnight Movies. Ils m'ont dit, alors ce qu'on fait, c'est vraiment, on fait la liste des Midnight Movies qui sont sur Wikipédia. On parle de rien d'autre. Mais là, ce qui est compliqué, c'est que la page des Midnight Movies, c'est littéralement une liste de Midnight Movies et il n'y a pas d'autres mots. Oui. Donc là, du coup, il y a des fois où on doit se cantonner un peu à ça. Mais bref, voilà, on s'amuse, c'est un ton léger entre copains. Oui, N'hésitez pas à nous faire les Jingle. retours sur... pas sur les aspects techniques, parce que comme on l'a dit, on enregistre chez Emmanuel parce que c'était la galère du premier épisode. Normalement, les prochains épisodes se feront uniquement en studio, Tout à fait. potentiellement filmés, et donc avec une rediff, donc vous pourrez voir toutes les vannes qu'on fait avec nos bras. Rendez-vous d'ici 2 semaines, je pense, pour le 2e épisode, qui sera avec des invités bien supérieurs à ceux qu'on a eu aujourd'hui. Je C'est confirme. ok, c'est ok. Je prends même pas la défense des invités, c'est terrible. Ça devrait être mon rôle en fait. Je devrais être C'est le vrai, good good cop. cop, bad cop. Hein. C'est vrai. Ouais. Donc merci beaucoup à Taipin, donc à Team Emmanuel. Humanisons-les quand même. Oui. Vous n'êtes pas Merci qu'un bien. compte TikTok. Merci bien. Pour vos interventions très pertinentes et vos questions aussi, les questions que vous avez soulevées qui étaient vraiment très chouettes. Et je trouve qu'on a eu des échanges qui étaient cool. Oui. Et J'ai c'est vraiment beaucoup grâce à aimé vous. participer. Donc franchement, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion d'être amis. Quel outro interminable. Si vous aviez vu son visage, elle a supplié d'être amie. C'est le même comme ça, là. C'est un oui, c'est accepté. Allez, trop bien. Voilà. Let's go. L'amitié, On est voilà. amis pour la vie. Et bien du coup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao.